Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et quel plaisir de vous accueillir pour la deuxième fois ici à Bordeaux sur cet hippodrome qui fait le plein absolu. Parc des expositions de Bordeaux-Lac en compagnie d'Arnaud Poudret. Arnaud, ça nous fait très plaisir de vous recevoir après l'année dernière. Finalement, vous avez été renouvelé en deuxième, non pas en deuxième semaine, mais en deuxième année, tellement on vous apprécie. Alors, rappelons, je crois qu'on va vibrer comme hier soir. Alors rappelons donc qui vous êtes. Vous êtes un confrère suisse qu'on ne présente plus, rédacteur en chef donc de magazine hippique, organisateur du Grand Prix de Genève qui se déroule un peu avant Noël, qui réunit l'élite mondiale également. Absolument. Voilà, et donc consultant donc pour cette épreuve, cher Alban Poudret, de Bordeaux Métropole. Pour lequel, oui, je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Arnaud, c'est Alban Poudret, pour laquelle nous avons également, comme hier soir, le concours très précieux d'Élise Galland qui se trouve dans les stands, dans les box. Élise, bonjour, bon après-midi. Que nous réservez-vous comme surprise cet après-midi ? Oui, bonjour Nelson, bonjour Alban. Nous sommes donc là sur la piste du Jumping International de Bordeaux pour ce deuxième Grand Prix du week-end, le Grand Prix Bordeaux Métropole. Il y aura 34 couples au départ de cette épreuve cet après-midi avec une grosse délégation française puisqu'on aura 11 Français au départ. Il y a sur ce parcours 13 obstacles pour 16 efforts. Cela veut dire que nous aurons des obstacles combinés, un triple mais également un double un peu particulier puisqu'il s'agit d'un double de verticaux avec un bidet, c'est-à-dire un grand plastique bleu en bas au sol qui risque de poser peut-être quelques difficultés aux chevaux. Nous le verrons dans quelques instants puisque l'épreuve va commencer à 14 h précises et je serai là à la sortie de piste pour recueillir les réactions des cavaliers dès qu'ils auront achevé ce parcours de Grand Prix. Imaginez la hauteur, c'est 1,60 m. Ah, nous comptons bien entendu sur vous, comme hier soir, vous nous avez fait vibrer hier soir, mon cher Alban, où franchement, effectivement, les amateurs de suspense ont été comblés, puisque derrière la victoire de votre compatriote Steve Gerda, qui cartonne en ce moment, oui. 3 cavaliers dans la même seconde, après un barrage absolument passionnant. Un barrage de folie, c'est vrai qu'il y avait une intensité exceptionnelle. Les meilleurs du monde sont à Bordeaux, donc on a vécu du très grand sport comme très souvent ici, mais je crois que là on a vraiment atteint des sommets, d'émotion aussi. Et c'est une trop belle aventure que celle de Steve Gerda, numéro 1 mondial depuis maintenant le mois de janvier dernier 2019. Un règne extraordinaire et en plus maintenant ce Victorieux des Frottards né dans les Charentes tout près d'ici, près d'Angoulême, qui fait son 3e Grand Prix 5 étoiles et qui les a gagnés les 3. 2 Grands Prix à Bâle il y a 3 semaines et maintenant Bordeaux, 3 épreuves, 3 victoires et dans notre sport c'est très très rare, Nelson. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que donc Gerda, dont vous parliez à l'instant, va donc de nouveau concourir cet après-midi, comme l'ensemble des cavaliers d'hier soir, plus 1 ou 2 invités surprises, notamment Benoît Cernin qui était à nos côtés hier soir. Alors, vous me disiez en préparant ce reportage, ce sont les mêmes cavaliers, mais pas les mêmes chevaux. Voilà, la plupart montent un autre cheval que hier soir. Il y a des concours où les chevaux font les 2 Grands Prix, mais en général, ce Grand Prix alors est le vendredi et l'autre le dimanche. Là, samedi soir et dimanche, c'est un peu beaucoup. Mais certains vont peut-être le faire, surtout ceux qui n'ont pas fait le barrage hier soir. Mais la plupart vont monter à un autre cheval, mais en général à peu près de la même qualité, parce que maintenant, les meilleurs cavaliers mondiaux ont 2 ou 3 chevaux pour régater au plus haut niveau. C'est devenu indispensable, tant il y a une multiplication des concours, des épreuves, des circuits. Donc on aura à peu près le même niveau d'épreuve, peut-être un peu moins de difficultés techniques sur le parcours initial, moins d'enchaînement délicat, de lignes très difficiles comme hier soir, mais je pense une même belle bagarre et notamment un barrage sans doute exceptionnel là aussi. Alors, qui accueillons-nous en premier? Eh bien, sur DM Jackpot, nous accueillons Wilm Vermeer pour la Belgique.
Oui, les Belges qui sont très forts, qui sont champions d'Europe par équipe depuis Rotterdam le mois d'août dernier. Les Belges qui en général n'avaient pas de réussite dans les grands championnats. Et là, cette fabuleuse médaille d'or par équipe au championnat d'Europe. Mais Willem Vermeer n'était pas dans le quatuor belge au championnat d'Europe. C'est plutôt un cavalier qui vient juste derrière, mais qui a bien utilisé ce circuit Coupe du Monde pour se mettre au niveau des meilleurs. Il a fait quelques très bons résultats. Ça va nous permettre de découvrir ce parcours que vous allez nous détailler, cher Alban. Oui, alors je n'ai hélas pas les cotes des obstacles sur le plan, mais sachez que la plupart de ces obstacles ont entre 1,50 m et 1,60 m de hauteur, entre 1,60 m et 1,70 m de largeur pour ce qui est des auxerres, des obstacles larges. Donc des obstacles conséquents, assez délicats pour la plupart, donc il ne faut pas trop les effleurer, les tutoyer comme on dit dans notre jargon. Et on commence par ce numéro 1, déjà qui fait une faute. Hier aussi, on a vu quelques fautes sur le premier obstacle. Ensuite, en numéro 2, un bon auxerre, déjà d'1,50 m de haut et de large. Et ici, ce vertical aux couleurs un petit peu pastel qui peut faire des fautes. Et ensuite, la première ligne nous arrive avec cet auxerre, suivi à 4 foulées de cet obstacle très délicat. On en reparlera parce qu'il tient par la force du raisonnement. Là, un bon auxerre, on l'a vu, grosse faute. Et là, ce double de bidet dont parlait Élise, donc des verticaux avec une petite pièce d'eau au pied de l'obstacle, qui peut gêner certains chevaux, mais pas vraiment à ce niveau-là. De nouveau un gros auxerre, le numéro 8. Là, on respire un petit peu avant d'attaquer une des pièces de résistance du parcours, le triple saut, avec un auxerre, 2 foulées, ce vertical, une foulée, ce gros auxerre large. Maintenant, un bon vertical. Et on n'a pas fini encore, puisqu'on a encore 3 obstacles. Ce vertical, un gros auxerre d'1,55 m et 1,60 m de large. Et puis ce dernier vertical assez délicat en numéro 13. Donc 13 obstacles, 16 efforts. Willem Vermeer pour la Belgique, qui est donc crédité de 10 points, c'est-à-dire 2 fautes. Plus peut-être un dépassement de temps. Absolument, oui, le temps est court là. Le temps est court, alors qu'hier soir, il était un peu plus long, semble-t-il. Oui, je crois que c'est 72, mais c'est à vérifier. On peut encore changer le temps après 3 concurrents. Après les 3 premiers concurrents, il se peut encore que le temps soit raccourci ou allongé. Là, ce serait plutôt allongé, évidemment. Mais il a pris son temps, le cavalier. Je ne dirais pas qu'il a musardé en chemin, mais il a pris son temps. Alors, nous accueillons donc sur Gherardo Guido Grimaldi pour l'Italie. Hier soir, son compatriote Bicocchi de mémoire fut barragiste. Oui, absolument. Magnifique parcours initial. Et là, c'est une faute au barrage. Bicocchi est souvent du barrage, mais il rate parfois un peu ses barrages. Mais il a fait une très belle démonstration. Et il s'est définitivement qualifié pour la finale de la Coupe du Monde de Las Vegas. Donc, on ne le reverra pas avec sa jument aujourd'hui. Ce cavalier-là est beaucoup moins connu et n'est pas très souvent habitué à faire d'aussi beaux concours et d'aussi gros parcours. Il avait d'ailleurs renoncé hier soir à faire l'épreuve Coupe du Monde à la dernière minute. Il était sur la start list. Il avait renoncé peut-être en reconnaissant le parcours et en voyant que c'était peut-être au-dessus de ses forces ou de celles de son cheval. Et on voit un petit peu les limites du cheval et du cavalier là, mais ça montre la difficulté du parcours. C'est aussi intéressant pour le public de voir qu'ensuite s'il y a des sans faute, eh bien ils ne sont pas donnés du tout et qu'il faut maîtriser beaucoup de subtilité pour être sans faute et au bas. Alors ce qu'il faut peut-être préciser, Alban, c'est un peu comme hier soir quand on voit la feuille de départ des participants, c'est que l'élite européenne et même mondiale pour beaucoup d'entre eux apparaît plutôt en fin de programme, encore que il y a déjà quelques ténors au début, mais alors hier soir nous avons été un peu soufflés parce que en fait les ténors mondiaux qui arrivaient vers la fin n'ont pas tous passé loin sans faute. Donc en fait absolument, on croyait qu'il y aurait beaucoup plus de sans faute en seconde partie, oui, parce que c'était tous les ténors, oui, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est la glorieuse incertitude du sport et en saut d'obstacle il y en a beaucoup, ouais, mais aujourd'hui en fait le tirage au sort a été fait dans un seul chapeau. Hier on avait les 20 meilleurs à la fin
2 tirages au sort. Cette fois-ci, tout le monde a été mis dans le même chapeau. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Enfin, pour l'instant, nous n'avons pas de sans faute, alors que arrive donc le 3e concurrent, Douglas Lindelof pour la Suède sur Sheldon. Un cavalier que vous connaissez, de toute manière, vous les connaissez tous. Oui, lui, je le connais effectivement assez bien. Déjà jeune, il a été champion d'Europe des jeunes cavaliers, des moins de 21 ans. Maintenant, il en a plutôt 26. Mais c'est un cavalier qui est apparu très vite en fait dans le circuit, qui a eu de très bons chevaux, mais hélas, qui ne les a pas gardés longtemps. Il y a le problème du commerce, du business dans ce sport-là. Donc, quand le propriétaire décide de vendre son cheval, eh bien, le cavalier doit repartir à zéro avec d'autres jeunes chevaux. Et c'est ce qu'il a fait très patiemment. Et il est revenu 2-3 fois avec d'autres chevaux. Mais là, il monte un cheval moins connu. Mais il était de l'équipe suédoise médaillée au championnat d'Europe 2017 à Göteborg, donc devant son public. Donc c'est quelque chose dans le grand stade de football de Göteborg d'être médaillé pour son pays, de courir déjà pour son pays. Ouais, au lieu de l'équitation, on s'est déroulé l'an dernier, si j'ai bonne mémoire, la finale mondiale. Absolument, ouais. Gagné par un certain Steve Gerda. Voilà. Écoutez, Steve Gerda, auquel nous nous intéresserons tout à l'heure, outre le fait que vous le connaissez très bien, c'est un garçon extrêmement sympathique. Gentiment, Élise hier soir, mais c'est vrai qu'il était à la fois d'un panache et d'une régularité extraordinaire. Époustouflante. Ouais. Et en plus, c'est un homme de cheval qui aime ses chevaux et qui défend des valeurs, qui est contre les pécards, le circuit du global où il faut payer très cher pour participer. Il refuse de le faire. Donc être numéro 1 mondial en faisant une croix sur 18 concours pourtant fort bien dotés, c'est remarquable de défendre non seulement ce sport mais ses valeurs. Alors là, je suis très heureux de vous entendre et peut-être pourrez-vous développer cela au moment de son passage. Alors pour l'instant, cher Alban, il n'y a aucun sans faute. Aucun non, sans loin faute. de là même. Hein. Oui, parce que je crois même qu'il n'y en a pas à 4 points. Les plupart sont à 8, voire au-dessus. Oui. Nous allons accueillir maintenant Mark McAuley, Irlande, sur Vivaldi du Taille. Hier soir, il y avait un Vivaldi, mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du même... Non, c'est bien ça. Ouais. Ah oui, c'était lui. C'était lui. C'était le même cheval. C'était le même cheval. Alors d'accord, j'ai eu un petit doute. C'était lui. C'était lui. Il était hier soir dans l'épreuve Coupe du Monde, Mark McAuley, mais il a abandonné à mi-parcours après 2 fautes. Aussi parce que ça ne servait plus à rien de continuer, mais aussi parce qu'il avait en tête de prendre sa revanche aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il a fait qu'un demi-parcours hier. Alors, Élise, juste après le parcours de McAuley, je crois que vous êtes en compagnie d'un invité. Juste après le parcours de l'Irlandais, ça sera à vous avec beaucoup de plaisir. Mark McAuley, qui est le plus français des Irlandais, puisqu'il habite non loin de Genève, de la frontière suisse. Il a de très belles écuries, l'écurie de la Tuyère. Et il vit en France, il est marié en France, il a une famille ici. Et c'est un cavalier qui a beaucoup progressé, qui a beaucoup de talent et qui a maintenant fait partie de cette magnifique équipe d'Irlande qui était justement championne d'Europe à Göteborg en 2017, le championnat dont on parlait. Mais lui était réserviste à l'époque. Maintenant, il est membre de l'équipe première avec un cheval français. Pour l'instant, on va essayer de ne pas lui porter malheur, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Attention avec ce triple ici. Ah, là, c'est vraiment dommage. Très dommage. Un tout petit peu près de ce vertical. Il y a pourtant une distance assez normale, 11 mètres avant le vertical, mais il était un petit peu près. Pas de réussite ce week-end pour McAuley, mais il aura encore une chance de se qualifier pour la finale Coupe du Monde à Göteborg dans 10 jours. Élise, vous êtes en compagnie d'un invité. Oui, je suis avec Thierry Pommel, le sélectionneur de l'équipe de France de saut d'obstacle. Thierry, quelle analyse après ces 4 premiers parcours avec aucun sans faute? On a vu plusieurs fautes multiples sur ce parcours. Ah oui, le parcours est très bien tracé. C'est un parcours de Grand Prix classique. On sait que ce Grand Prix de Bordeaux n'est jamais une épreuve très facile. Là, il s'avère que d'abord, on a vu des fautes et que le temps est quand même assez court. Donc les cavaliers doivent donner un tempo un peu supérieur à leur parcours et naturellement, ça va provoquer des fautes. Donc je pense que je dirais que le parcours est difficile, il est difficile, il est en tout cas délicat plutôt, où les chevaux doivent montrer du respect mais aussi de l'agilité par rapport à la vitesse de galop.
Qu'est-ce que vous allez dire à vos cavaliers tricolores? Vous allez attirer leur attention sur quelles difficultés particulières? Partout. Partout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils passent la ligne de départ, et on a vu que déjà pour aborder le numéro 1, c'était pas facile. Donc partout, il faut être vigilant, il faut bien monter. Et l'ordre, la consigne, ce sera d'être sans faute. Et dans le temps, bien sûr. Merci Thierry, à tout à l'heure. Voilà la première analyse sur ce parcours de Thierry Pommel, le sélectionneur de l'équipe de France de saut d'obstacle. Merci Élise, à tout à l'heure. Je vous laisse présenter le garçon qui est actuellement à l'écran, puisque vous le connaissez d'autant mieux que c'est un de vos compatriotes. Oui, un Suisse roman, un Suisse francophone, Brian Balziger, 22 ans seulement. Il a été champion d'Europe des jeunes cavaliers, des moins de 21 ans. C'est un immense talent. Un peu un petit Steve Gerda, beaucoup de sentiments, beaucoup de classe, beaucoup de sérieux, beaucoup de travail. Je pense que ce sera un grand champion aussi, Brian. Et là, il monte une de ses deux meilleures juments, 22 des Biches, qui avait été deuxième de la finale de la Coupe du Monde à Omaha il y a 2 ans, avec un certain Romain Duguay, cavalier franco-suisse, suisse maintenant, mais cavalier français d'origine. Ah, dommage, un petit peu gros là sur cet auxerre. Dommage, dommage. Mais Brian, très grippé, il avait plus de 39 de fièvre hier matin. Ça va un tout petit peu mieux aujourd'hui, mais il n'a pas eu la réussite qu'il escomptait ce week-end. Il aura encore une chance de se qualifier pour la finale Coupe du Monde à Göteborg, la dernière étape européenne, mais il était un peu déçu de son week-end. 4 points, donc une faute. Mais dites-moi, Alban, vous qui êtes une mémoire vivante de ce sport, j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans la situation. Est-ce que vous vous souvenez du Jumping Hermès au Grand Palais il y a 2 ans où un barrage. Oh, terrible. C'était terrible. On attendait, finalement, il n'y a que 2 ou 3 barragistes de mémoire, oui, avec un parcours avec 40 concurrents au départ. J'espère qu'on ne va pas connaître cette mésaventure. Non, non, non. Vous vous en souvenez? Au Grand Palais, le parcours était trop difficile, il était un peu piégeux. Ouais. D'ailleurs, ils ont changé de chef de piste depuis, et c'est le Français Grégory Baudot qui est devenu chef de piste, et ça se passe nouveau à merveille au Grand Palais. Et c'était une bonne décision finalement, mais c'est vrai qu'on avait un peu souffert. Le public grondait, oui, vous en souvenez? Absolument. Ouais. Non, là, je crois qu'alors le parcours est tout à fait raisonnable et qu'il y aura quand même un lot de sans faute habituel. Entre 6 et 10, c'est en général ce que le chef de piste souhaite. Et on voit que Kondios n'a pas envie d'entrer en piste. Sa groom est là pour l'aider, l'inciter à entrer. Mais il fait souvent un petit peu ses manières, ce cheval-là. Il a pourtant 16 ans et du métier. Voilà, ce très beau cheval Kondios, remonté par René Lopez Lizarazo, de nationalité colombienne, mais connaissant évidemment très bien l'Europe et notamment la France, puisque je crois qu'il est installé en Lorraine, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Son frère, lui, est dans la Drôme et lui en Lorraine. Et c'est donc parti pour espérer être le premier sans faute de l'après-midi. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur cette très belle antenne de France 3 Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, Noah. Et je sais que vous avez été très nombreux à nous suivre hier soir. Je pense que c'est encore le cas cet après-midi. C'est parti pour le Colombien. Qui n'a pas eu trop de réussite hier dans le Grand Prix Coupe du Monde avec ce même cheval. Cheval très routiné de 16 ans, qui a déjà fait les Jeux mondiaux, les Jeux olympiques, de grandes épreuves, mais qui n'a pas trop de réussite ces derniers temps. Le cheval donne tout. Une des vraies difficultés du parcours, ça c'est vrai. Le premier obstacle du triple. Quel est le temps imparti, Alban? Là, c'est 74-17, je pense qu'il est. Je crois que c'est 72, mais je n'en suis pas sûr.
Parce qu'il y avait discussion au moment de la reconnaissance du parcours sur le temps accordé, mais je crois 72. Oui, parce que de toute manière, il a dépassé le temps Oui. imparti. Oui, donc ça doit être ça. En fait, avant, c'était un quart de point par seconde dépassé. Maintenant, c'est 1 point dans la frange, la marge de 1 à 4 secondes dépassées, enfin entre 1 centième et 4 secondes. C'est pour la télévision que ça a été fait comme Oui, ça. il ne faut pas être trop polytechnicien pour comprendre. Voilà, c'est ça. Je vous confirme, messieurs, que c'est bien 72 secondes, hein, le temps imparti pour ce parcours. Ça n'a pas bougé après les 3 premiers couples. 72 secondes. Souvent, vous le disiez d'ailleurs, Alban, le temps est mis au point après le passage de 3 concurrents. On peut encore le modifier. Le chef de piste, en accord avec le jury, peut encore modifier le chrono si on voit qu'il est trop facile. Parce que c'est vrai que c'est devenu tellement difficile de départager ces meilleurs. On fait des parcours de plus en plus techniques avec des distances compliquées et tout. Mais souvent, ça ne suffit pas pour limiter le nombre de sans faute. Donc, il y a encore le chronomètre qui est une difficulté supplémentaire à maîtriser. Pour les Pays-Bas, autre grande nation d'équitation, très grande nation d'équitation, oui, Michael van der Vleuten donc. Oui, il était un peu de toutes ces grandes victoires, Michael, les championnats du monde, les championnats d'Europe, l'or, l'argent aux Jeux Olympiques de Londres, l'équipe des Pays-Bas. Ça avait été derrière la Grande-Bretagne de mémoire. Exact. Ça avait été à Londres, c'était extraordinaire. Fabuleux. Ah oui, le concours par équipe 2012 à Londres. Ouais. Et les Néerlandais n'étaient pas loin de mémoire. C'était joué. Très près. Oui, c'est très ça. près. Ouais, absolument. ouais. Le dernier Très grand Britannique concours. devait être sans faute pour que la Grande-Bretagne batte les Pays-Bas. Et les Pays-Bas avaient gagné tous les championnats auparavant, les années précédentes. Et en individuel, c'était cet incontournable de Steve Gerda. Je crois que vous l'aimez bien. Je crois. Je crois qu'on est nombreux. Hein. Il y avait beaucoup d'émotions hier soir à Bordeaux. On a vu que le public girondin et français l'aime beaucoup aussi. Bah, c'est difficile de ne pas l'aimer. Je veux dire, que ce soit par sa monte ou par son caractère empreint de modestie, de talent. C'est très difficile de ne pas l'aimer. C'est impossible de ne pas l'aimer. Ouais. Bon, écoutez, en Suisse, on dit que c'est un petit peu un Federer du saut d'obstacle. Allons-nous assister au premier sans faute? Il semble que oui. Bravo, bravo, bravo. Eh bien, voilà. Alban est largement dans le temps. Hein. Oui, puisque effectivement Elise nous confirmait que c'est à 72 et que lui est à 68, quelques. Enfin bravo, c'est très très bien. Michael van der Vleuten, Pays-Bas, premier qualifié pour le barrage. Et d'ailleurs il va être suivi d'un autre concurrent néerlandais que vous connaissez également, que vous allez nous présenter. Oui, il est beaucoup moins connu quand même, Bart Bless, mais il a fait quelques très bons concours dans le circuit indoor. Et du coup, lui aussi a pu grimper dans la hiérarchie de son propre pays parce qu'il faut se battre pour avoir des places. En Coupe du Monde, il y a 3 places en général pour les Pays-Bas. Donc, c'est pas facile du tout d'être un des 3 sélectionnés des Pays-Bas. Mais ces derniers concours, il était très bon. Alors, j'aurais une autre question peut-être après le passage de Bliss concernant effectivement la sélection olympique qui, nous dit-on, est passée pour le concours par équipe de 4 à 3 concurrents. Oui. Ça va évidemment changer beaucoup de choses. Mais peut-être juste après le passage de Bart. Il est assez subtil cet obstacle, un peu pastel, assez clair. Oui. Je ne sais pas comment les chevaux peuvent percevoir. Oui, les chevaux voient moins bien les barres quand c'est une couleur unie. Et en plus, une couleur claire, un peu crème comme ça, ça peut causer des fautes. Le pire pour les chevaux, c'est les obstacles rouges unis. C'est étonnant, parce qu'on nous semble qu'on les voit bien, ou bien les chevaux moins bien. Par contre, si elles sont rouges et blanches, alors là, le cheval les voit très bien. Et là, c'est le cas, rouge, blanche et bleu. C'est les couleurs des Pays-Bas qui plus est. Donc, normalement, ça passe bien. Allons-nous assister au deuxième sans faute pour le moment? Oui. Peut-être pas qu'il traîne trop en route. Hein. Non, 72, 72 secondes. Non, ça va être très difficile. Non, il n'y arrivera pas. J'ai peur qu'il soit au-dessus. Ah, c'est dommage ça. Ah, là, c'est vraiment dommage, Alban, parce qu'on le sentait un peu venir.
Il a pris son temps partout, hein. Il a vraiment soigné, alors qu'il savait que le temps était court. Mais comment, alors, mais justement, parce que c'est un peu frustrant, comment le cavalier le sent quand même qu'il est un petit peu en retard. Complètement. Alors comment peut-il s'il réagir? change trop de rythme, le cheval ne l'apprécie pas. Et en général, si on casse le rythme, il y a aussi de grandes chances de faire une faute. Donc souvent, ça provoque une faute. Donc voilà, il aurait dû, dès l'obstacle numéro 2, 3, avancer plus. Il a chaque fois fait une foulée de plus. Il est allé dans les coins de la piste. On le sentait venir. Ben voilà un cavalier qui a gagné les Jeux Olympiques à 4. Quand c'était à 4 à Londres, justement. Scott Brash, donc pour la Grande-Bretagne, oui, effectivement, très grand cavalier. On ne le présente plus. Il monte sur Hello Vincent, si vous préférez. Mais vous traduisez en général. Oui, Vincent, ça va. Oui. Ouais, Scott Brash, un cavalier fabuleux qui a été numéro 1 mondial dans les années 2014-15. C'est le seul cavalier qui a d'ailleurs réussi le Grand Chelem, Genève avec sa chapelle Calgary, et avec le fabuleux Hello Sanctos qui a pris sa retraite à Genève en décembre. Et après, il y a eu un passage à vide quand même pour Scott Brash, et maintenant il a de nouveau une belle écurie et 3-4 bons chevaux. Mais ça a été difficile l'après Hello Sanctos. Et là, une faute un peu dommage. Ouais, très dommage. Une faute presque anodine, mais oui. C'est 4 points. Brash n'a pas eu trop de réussite ici déjà hier soir. Mais il a dû laisser au repos son meilleur cheval actuel. Donc il reviendra, c'est sûr, en vue des Jeux. Il aura sans doute sa place dans l'équipe de Grande-Bretagne, même à 3. Mais c'est une hérésie, ces équipes à 3, Nelson. J'étais sûr que vous alliez dire ça. Oui, dans ce sport-là, il y a beaucoup trop de choses aléatoires. Enfin, je veux dire, il y a trop d'impondérables. Il y a tellement un cheval peut avoir peur du public, d'un bruit, d'un avion dans le ciel, de 1000 choses. Je dis un avion parce qu'à Londres, on entendait fort les avions dans le stade de Greenwich qui était magnifique. Mais il y a trop d'impondérables et c'est dangereux de faire des équipes à 3. On risque une loterie. Ou bien alors il faut vraiment abaisser le niveau et c'est pas le but parce qu'aux Jeux Olympiques on veut l'excellence. On veut que les meilleurs soient couronnés. Ça a toujours été comme ça. Donc je pense que c'est comme ça à Tokyo, mais qu'on reviendra à la raison d'ici aux Jeux de Paris. Tous les cavaliers le souhaitent, vraiment tous les cavaliers. D'autant qu'en plus, bon, je veux bien que Kian, le CEO, est très attentif à réduire le nombre d'épreuves, soit. Mais là, l'épreuve reste ce qu'elle est. C'est pas en réduisant d'un concurrent chaque équipe, ça va changer quoi que ce soit. C'était pour augmenter le nombre de drapeaux. Mais de toute façon, aux Jeux Olympiques, vous le savez mieux que quiconque, on saute d'un sport à l'autre. On va à la natation, on va au tennis, on va au saut d'obstacle. On reste que pour 3 chevaux. Mais on va regarder ces deux-là parce que c'est les héroïnes, les 2 héroïnes du Grand Prix l'ont passé. Alors attention, oui, alors effectivement, vous avez raison de le signaler, puisque Félicie Bertrand avait remporté ici même l'an dernier ce Grand Prix de Bordeaux Métropole. Avec cette merveilleuse petite jument, toute petite, mais un cœur immense. Elle est plus petite que certains de ses obstacles, mais elle donne tout, cette jument-là, qui a du caractère, comme sa cavalière, du cœur et du caractère. Il faut ça pour être champion. Là, on a raison de ne pas trop parler parce qu'on entend l'effort, la jument. Ouh, elle a demandé un saut énorme. Wow. Oui, c'est bien. Fabuleux. C'est bien, c'est très bien pour Févry qui nous a fait un petit peu peur, notamment sur le deuxième du triple là-bas au fond. Oui, il me semble que la barre a bougé mais n'est pas tombée. Eh bien, sur Sultane des Bois, Félicie, comme l'an dernier, se qualifie pour
le barrage. Souhaitons-lui le même bonheur, mais ça, ce n'est pas encore fait, vu la concurrence qu'il va y avoir. Mais c'est bien, très très bien passé. Merveilleux, Ouais. et on a vibré parce qu'on sent que la jument donne tout, qu'elle a un cœur immense. Et c'est ça qu'on aime voir dans ce sport-là. C'est fabuleux. Et vous aviez une très bonne consultante hier soir, puisque c'était Élise Maigret, propriétaire, Voilà. avec sa famille, de cette jument. Ah oui, pour laquelle elle a vraiment les yeux de Chimène. Elle Oui. l'adore. Aujourd'hui, je ne vraiment. pense pas qu'elle aurait voulu parler. Hein. Non, je ne pense pas. Je ne pense- De toute façon, Elle Alban- préfère être au paddock. Ouais, exactement. Alors, Jérôme Guéry pour la Belgique. Ah bien là, nous avons déjà donc deux, semble-t-il, Oui. deux barragistes, dont une cavalière en l'occurrence française. Félicie Bertrand. Ça promet. Et on sait qu'elle peut être très rapide au barrage. Elle l'avait montré l'an passé. Et quand je dis elle, c'est vraiment les deux, parce que c'est un couple, Alors, une paire. Dès que Jérôme aura terminé, Élise... Non, on ne peut pas attendre. Ah bah alors allez-y, Élise, Attends, allez-y. je suis avec Félicie et Sultane. Félicie, sans faute, bravo pour ce premier tour. Elle a bien sauté, Ouais, Sultane. très bien, parfait. J'ai fait tout ce que je voulais partout. J'avais un doute sur la dernière ligne parce que les 7 foulées et les 5 foulées pour elle sont vraiment en avant. J'ai tardé en plus un peu à demander mes 7 foulées. Mais bon, elle a réagi super, elle était parfaite. C'était un régal. Oui, on a vu un très gros saut sur l'avant-dernier là. Ouais, mais elle m'a bien aidée sur ce coup-là parce que je pense que j'étais vraiment trop loin. Et bon, non, c'est dans ces cas-là qu'elle est formidable, c'est qu'elle est toujours là pour m'aider si je me rate un peu. Bon. Eh ben, on a hâte de vous retrouver au barrage tout à l'heure. Merci. Merci Félicie. C'est vrai que la jument a dû faire un saut énorme sur le numéro 12 parce que ces 7 foulées, elles étaient très longues pour cette toute petite jument qui mesure quand même 5-10 cm de moins. Et là, Dommage. Ouais, c'est dommage. C'est vrai que bon, là, pour l'instant, il y a relativement peu de barragistes. En revanche, il y a pas mal de concurrents à une faute, voire à un dépassement de temps. Vraiment, Oui. c'est tellement dommage pour l'un des concurrents précédents. Mais ainsi va la vie dans ce diable de sport. Nous avons beaucoup de concurrents à une faute, hein, semble-t-il, Alban. Oui. Mais ça ne change rien. Ils ne seront pas en barrage. Mais on en aura d'autres. Oui, oui, je suis sûr. Je suis sûr. Surtout quand on voit encore une fois, quand on retourne la feuille là, de la starting list, il y a effectivement du très beau monde. Et nous pesons nos mots. Et on voit que la salle vibre, la tape Oui. des mains. Et nous savons pourquoi. Puisque nous accueillons donc l'Alsacien Kevin Stott. Là-bas, on dit Stout, mais c'est que nous restons à Kevin Stott sur Tolède de Mescam. Alors c'est un cavalier qu'on ne présente plus, c'est un cavalier merveilleux, mais il le dit lui-même, un petit peu irrégulier en ce moment. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, Alban. Il a dû refaire son écurie en fait. Il montait les chevaux du Haras des Coudrettes et la famille Perron-Pette, et il a décidé de se mettre à son compte, d'être indépendant, ce qui est assez légitime, à bientôt 40 ans, d'avoir envie de profiter aussi de tous ces succès qu'il a eu, de toutes ces médailles et ses titres. Et donc il a voulu se mettre à son compte et créer sa propre écurie. Donc il monte encore un cheval des Coudrettes, mais pour le reste il forme des chevaux, des nouveaux, des jeunes, et c'est pas évident de tout de suite pouvoir régater au plus haut niveau. Mais quel talent chez Kevin Stott, donc c'est sûr qu'il va revenir très vite au premier plan, et à mon avis il a déjà les Jeux Olympiques en venir, mais on ne sait pas encore avec quel cheval. Ni avec quel coéquipier. Voilà, et effectivement les places seront chères vu qu'avec 3 par équipe, bien sûr ils iront à 4 au jeu, et il est possible qu'il y en ait 3 qui montent le par équipe et un autre soit mis dans l'individuel, et autre hérésie, l'individuel sera avant la finale par équipe alors que l'individuel est plus difficile. Quel dommage. Ah oui. Oui, non, poursuivez, parce que c'est très intéressant ce que vous êtes en train Non, de mais dire. j'aurais pas dû le L'individuel, dire pendant le parcours de Kevin, je m'en excuse pour lui. On en parle après, Ouais, à la fin ouais, de son ouais. parcours, par respect pour ce grand champion. une faute seulement, mais une faute il était juste dans les temps, 4 centièmes en dessous, mais même s'il est dans les temps, malheureusement, une faute. Oui, vous parliez d'hérésie, mais ça nous intéresse, Alban? Oui, parce qu'on avait toujours l'épreuve par équipe où toutes les nations sont concernées, et toutes les nations Oui. doivent être à 4, maintenant à 3 Oui. d'abord, Oui. et ensuite la finale individuelle Oui. pour les 25 ou 30 meilleurs à la fin, et on pouvait faire des parcours plus difficiles pour vraiment avoir que les meilleurs sur des parcours encore plus difficiles. Et là, ce ne sera pas Et le là, cas. ce sera l'inverse. On L'inverse. fera la finale d'individuel d'abord, donc comment, et en plus sur
un seul parcours avec barrage. Donc suivrons. est-ce qu'on arrivera vraiment à dégager le meilleur? Jusqu'à maintenant, le champion olympique, c'était le dieu de son sport. Est-ce que ce sera encore le cas? Là encore, on a des doutes et on espère que pour Paris, on reverra la chose. Élise, naturellement, si vous êtes avec Kevin, vous intervenez à tout moment. Marc Dilasser pour la France. Marc Dilasser qui a fait de très bonnes choses ici ce week-end, qui est un cavalier discret, modeste, mais plein de talent. Je suis avec Kevin Stott et Tolède. Ce vertical, ce 10, cette barre qui tombe. Ouais, c'est un week-end sans, des 4 points un peu dans les 3 grosses épreuves. Les chevaux sautent bien, mais c'est pas suffisant pour être très très performant. Les choses progressent, mais c'est vrai que j'aurais aimé au moins passer dans une des 3 grosses épreuves. Vraiment une faute un peu bête. La jument a fait des très très bons efforts dans les combinaisons. C'était pas l'obstacle le plus délicat, mais voilà, faut tous les sauter sans faute. Merci Kevin et à bientôt alors. Kevin pourrait être journaliste, hein. C'est magnifique comme il a résumé tout ça. D'une précision formidable. En attendant, c'est vrai que je ne veux pas anticiper, mais les affaires françaises sont moyennement engagées ce week-end parce que hier soir, le vétéran Roger Yves, enfin le vétéran, il a 54 ans, mais il est tellement jeune dans sa tête, a terminé 5e. Là aujourd'hui, pour l'instant, c'est assez moyennement engagé Nétesse Félicie Bertrand. Voilà, nous allons attendre, mais c'est vrai que de concourir à domicile n'est pas toujours. D'ailleurs, je ne sais pas spécial. Alors, si, le fait de concourir à domicile est-il un avantage ou pas? Il y a un avantage pour les meilleurs. Ça les sublime encore parce que la pression, ils n'ont pas peur, elle les galvanise, les grands champions. Donc eux, ils sont encore meilleurs à la maison, ils sont encore meilleurs dans les grands championnats, là où il y a le plus de pression, d'attente du public. Par contre, ceux qui sont un tout petit peu plus incertains, ça leur met un peu trop de pression. Voilà. Oui, vous êtes d'accord? Oui, non, mais je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une analyse qui est très intéressante et que je partage. Effectivement, je partage. C'est pour ça que Rafael Nadal est tellement à l'aise à Roland-Garros, puisqu'il joue chez lui. C'est vrai. Mais ça devrait galvaniser quelques Français aussi. Or, ça, c'est encore autre chose. On attend. Ça, c'est encore autre chose. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup vos analyses, Alban. C'est parti pour Olivier Robert, 3e Français de suite. Alors, espérons que... j'ai un petit peu peur, là. Les dieux du stade sont avec lui, mais c'est normal, il est bordelais. Comme hier soir, décidément, comme Kevin, c'est pas de chance. Non, c'est pas de chance. Bon, mon cheval est vraiment très vert à ce niveau-là. J'étais venu ici pour la guérir. Je pense que c'est chose faite. Il a montré que c'était une star de 5 étoiles. C'était le but. Maintenant, il faut continuer à travailler, à peaufiner les petits réglages, les petits problèmes. Et puis, je pense que dans quelques semaines, on sera prêt. Bon, voilà, une quête vers la maturité. Voilà, merci. Merci, Marc. Un cavalier régional de l'étape. Mais hélas, une faute. Oui, on n'a pas très bien vu exactement où. Triple. Il semble qu'il arrête. Il a eu aussi un problème de martingale. Ceci explique peut-être cela. Pas de chance non plus pour Olivier Robert ce week-end. Olivier Robert qui a son meilleur cheval blessé depuis la finale du Global de Prague parce que le terrain était mauvais. C'est quand même terrible, terrifiant même parce que ce cheval va peut-être devoir finir sa carrière, mais il reconstruit avec d'autres chevaux et ce Van Gogh du Magarnier est normalement formidable. Mais il y aura Eros pour les Jeux Olympiques. Il a une chance quand même, Olivier Robert, peut-être d'être dans les 4 des Jeux. De la grande lignée évidemment de la famille Robert, qu'on ne présente plus naturellement. Élise, si vous êtes avec Robert, vous intervenez à tout moment. Alors, qui accueillons-nous? Il y a le contral des bandages, mais elle va venir. Je crois juste que le contral sera fait. On aura l'interview. Michael Young, Allemagne sur Sportsman. Alors ça, c'est un vrai sportsman, le cavalier aussi. Non, parce on va laisser Olivier... Triple champion olympique de concours complet, donc un roi du cross. Et il est au niveau des meilleurs en saut d'obstacle. Donc c'est absolument phénoménal ce que fait Young. C'est un champion d'exception. Il espère encore être en finale Coupe du Monde de saut. Oui, non, on va laisser Olivier Robert et Van Gogh tranquille. Il repart aux écuries tout à sa déception de ce week-end bordelais où il était venu chercher une qualification pour Las Vegas qu'il a raté hier soir et ce tour de Grand Prix Bordeaux Métropole cet après-midi qu'il n'a pas terminé. Voilà, Olivier Robert repart avec Van Gogh aux écuries tout à sa déception.
Normalement, lui fait des bonnes choses à Bordeaux, donc il doit être vraiment déçu, Olivier Robert. Mais c'est le sport, hein. Ses chevaux vont revenir au top. Et Michael Young est toujours sans faute. Ouais, alors il a failli faire tomber le deuxième du triple, mais c'est resté debout. Attention, il reste 3-4 obstacles. Attention quand même au temps, là, attention, 72 secondes, j'ai peur que... Eh oui, non, je le sentais un petit peu venir, là, un petit peu traîné en route à la fin, enfin traîné entre guillemets, mais... Ce qui est drôle, paradoxal. on le sentait un peu... Oui, absolument, il est un petit peu trop assuré parce que hier, c'est en voulant précipiter le mouvement qu'il a fait une faute. Donc aujourd'hui, il a voulu être plus prudent et il est du coup pénalisé d'un point. Hier, c'était d'une faute, là, c'est un point, c'est la poisse. Et c'est un peu paradoxal quand on est le roi du cross-country. On va à 100 à l'heure dans la campagne sur les obstacles fixes et on se fait piéger par le chronomètre ici. À 1 seconde près, il sort, il ne sera pas qualifié pour le barrage. Pour l'instant, il y a 3 concurrents pour le barrage. On en est toujours à 2 pour moi. Oui. Félicie Bertrand et Van der Vleuten. Le néerlandais passé en début de programme. Mais enfin, rassurez-vous, parce qu'il reste quand même du monde, il reste même une vingtaine de concurrents et on peut penser que, oui, surtout quand on lit les noms qui arrivent, oui, je pense quand même qu'il y aura plus que 2 concurrents. Oui, je pense. 6 ou 7 ou 8, on verra. Et puis chaque épreuve est différente, chaque parcours est différent, chaque histoire est différente. Ça fait partie aussi de la beauté de ce sport où on est chaque fois avec des jardins différents, qu'ils soient dedans ou dehors. C'est chaque fois des parcours et des obstacles différents et les problèmes posés sont jamais les mêmes. Donc on ne sait jamais combien il y aura de sans faute. C'est exact. Mais ça, c'est un cavalier très fort, Eckermann. Un des meilleurs Suédois, un des meilleurs mondiaux. Même il vient de sortir du top 10 mondial, mais il était en finale du top 10 à Genève en décembre. Il y est très régulièrement d'ailleurs dans le top 10. Et il monte là un cheval de sa compagne suisse, Yannicka Spronger. Ce Best Boy lui appartient et il se le partage. C'est un joli nom d'ailleurs, Best Boy, j'aime bien. Oui. Cheval magnifique, magnifique. Oui. Le deuxième obstacle du triple me fait peur. Je sais pas, oui, souvent les cavaliers la distance est un petit peu courte. Pour l'instant, on n'entend pas de barre trembler. Non, attention ici le chrono nouveau et le chrono. Ah, c'est quand même pas possible de se faire piéger comme ça. Oui, étonnant. Étonnant de cavalier aussi expérimenté. Il doit être aussi déçu que vous, au moins. Oui, c'est vraiment dommage parce que c'était très harmonieux. Là, oui, en plus là, lui vraiment, il saute bien, il touche pas. C'est vraiment dommage. Mais Best Boy a justifié son nom. Ouais. Presque. Oui, parce que le point de temps, c'est pas la faute du cheval. Hein. C'est vraiment la faute du cavalier qui doit lui demander de serrer plus ses virages. À partir de quel moment est-ce qu'on commence à se rendre compte qu'il faut surveiller le temps? Normalement, on devrait y penser dès le numéro 1. Dès le début. Parce que c'est sur les 3 premiers obstacles qu'on peut aussi gagner peut-être une foulée. Il y a de la place pour en gagner. Après, ça devient plus compliqué. Il faut aussi laisser respirer son cheval avant le triple, avant les combinaisons difficiles. Donc, il faudrait y penser dès le départ. Sinon, on casse le rythme et on dérange un peu, on perturbe son cheval. Ça, c'est un Brésilien qui est très doué. Marlon Modolo Zanotelli. Double médaillé d'or aux Jeux panaméricains cet été, l'été passé à Lima. Le Brésil qui est entraîné maintenant par Philippe Gerda, le Suisse, le père de Steve, qui était l'entraîneur des Français aux Jeux de Rio. Exact. L'entraîneur en or et qui maintenant fait le succès des Brésiliens. Mais là, il y a une faute. Mais de nouveau, il y a des fautes un peu partout. Il y en avait beaucoup dans le triple au début d'épreuve et maintenant, il y en a un peu partout. Et c'est tout à l'honneur du chef de piste aquitain, Jean-François Morand, qui a beaucoup de talent et qui est le numéro 1 de la piste ici depuis 2 ans et qui vraiment donne grande satisfaction aux cavaliers.
Mais bon, c'est pas son meilleur cheval, mais on est quand même déçu. Il a fait une bien meilleure chose avec ce cheval-là quand même. Un petit mot peut-être, Alban, sur ce public qui, une fois de plus, a répondu vraiment présent. 7000 spectateurs hier soir, de nouveau cet après-midi. Oui, c'est fabuleux. Ouais, c'est vraiment... le parking là, du parc des expositions est archi plein. Ça fait vraiment plaisir. C'est magnifique. C'est un public qui, en plus, maintenant, au fil des années, est devenu vraiment connaisseur et partage beaucoup avec les cavaliers. Il y a une ambiance formidable. Il reste jusqu'en fin de soirée, même si c'est au-delà de minuit, pour voir l'attelage, les autres choses. Il reste, oui, c'est fabuleux. Donc, c'est un public vibrant, nombreux, mais surtout connaisseur et qui partage beaucoup. Et c'est une des grandes réussites de Bordeaux. Il y a une organisation impeccable. Alors ça, c'est sûr. Bravo à Sabine Zegel et toute son équipe. Et c'est vraiment un des concours les mieux organisés du circuit Coupe du Monde. Mais il y a ce public qui ajoute beaucoup. Et je crois que Steve Gerda, il a d'ailleurs dit après sa victoire hier soir, ce public donne beaucoup d'âme à ce concours. Il n'y a pas que le public, il y a l'organisation, il y a tout, le programme. Le sport est vraiment au centre de ce concours-là. Il y a aussi le cheval qui est au centre avec ce salon du cheval tout autour. Et ces salons des étalons, il y a des congrès, il y a 1000 choses qui font que tous les amis du cheval viennent ici. Pour l'instant, ça se passe bien. Là aussi, je commence à être un petit peu inquiet par le chronomètre. De toute manière, non, bon, Peder Fredriksson, le champion d'Europe, qui ne monte pas là un de ses cracks, donc on ne connaît pas ce cheval-là. Je crois que je ne l'ai carrément jamais vu. Donc voilà, c'est aussi l'apprentissage. Même les meilleurs cavaliers doivent de temps en temps donner la chance à un autre cheval pour pouvoir étoffer leur écurie. Hier, il avait un crack, mais aujourd'hui, il faut essayer de préparer la relève. Cavalier irlandais qui a beaucoup de métiers ici. Dennis Lynch, cavalier très routiné, qui viendrait remporter une manche de la Coupe du Monde à Leipzig et qui est donc qualifié pour la finale de Las Vegas. Qui monte là un cheval de 14 ans, déjà beaucoup d'expérience, Vence Lassia. Et talent. Bien respirer le cheval. Et là, il faut tout donner. Et ça suffit pas. Ah, quel dommage, vraiment. C'est quand même sur ce triple qu'il y a le plus de fautes. Oui, c'est exact. Là, c'était sur le dernier du triple, parfois sur le deuxième. Ou le premier. Oui. Il y a un peu de tout. Mais parce que la distance est compliquée. Donc, soit on prend le premier obstacle un peu gros, parce que la distance est courte après. Donc, suivant ce qu'on a fait, on est pénalisé ici ou là. Mais c'est compliqué. Hein. Et tout ça ne fait que toujours 2 barragistes. Énormément de concurrents à une faute, mais éliminatoire en la circonstance. Là, ça serait tout de même bien, Alban, que nous puissions voir 1 ou 2 barragistes. Là, ça serait très bien même. Hein. Absolument, et pourquoi pas pour ce jeune cavalier français que le public est en train d'encourager à son entrée en piste. Edward qui s'écrit à l'anglaise ici. Oui. Edward Levy. Très talentueux jeune. Sous les yeux du sélectionneur.
qui était au micro d'Élise tout à l'heure. Oui, et de Jean-François Morand à droite, qui est donc le chef de piste dont on parlait, qui vient de la région et qui mérite vraiment d'être le numéro 1 de cette piste bordelaise. Et qui, je pense, aimerait voir un ou deux barragistes de plus. Oui, là, je ça, c'est pense qu'il doit se dire, voilà. Ils ont les mêmes intérêts là, les deux. Hein. Exact, et complètement. En souhaitant que Lévy soit effectivement le 3e barragiste. Tout est dit. Allez, allez Edouard, allez. Vous voyez que là, il a coupé pour justement gagner du temps au début du parcours. Ça, c'est intelligent. Là, on peut le faire. Et du coup, il aura moins de soucis à être dans le temps. Sur la suite du parcours, il va surtout pouvoir se concentrer sur les difficultés à venir. Et il y en a. Un petit peu de chance, mais ça aide. Oh non, ah non. mais... Oh là 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 là, c'est un jeu de massacre, là, cet après-midi, pour tout le monde. Mais je dirais pas de massacre, dans le sens, c'est pas des vilaines fautes, c'est pas des grosses fautes. On est d'accord? C'est une Au expression. figuré, vous avez raison. Vous avez raison. Non. Mais là, c'est par gentillesse pour le chef de piste que je dis ça, parce que je trouve que les chevaux n'ont pas l'air trop à l'effort et qu'ils n'ont pas l'air de faire des grosses fautes qui les mettent à la peine. Ce qui m'inquiète, c'est... Pardon. Non, il reste 13 concurrents en la circonstance et pour l'instant, nous n'avons que 2 barragistes. Donc il faudrait quand même que là... nous allons voir. Il y en aura. Vous et êtes, puis vous ça. êtes prêt à prendre le pari? Je suis très optimiste, je suis prêt à prendre le pari qu'il y en aura au minimum 4 ou 5. Et puis, ça ne fait qu'augmenter les chances de Félicie Bertrand de réussir un doublé. Bien entendu, bien entendu. Nous pensons à Félicie Bertrand qui est pour l'instant leader au clubhouse, comme on dirait en termes de golf, co-leader. Alors que Élise, vous êtes en compagnie d'un ou d'une invitée. Je suis avec le chef de piste français et aquitain, Jean-François Morand. Thierry Pommel, là, il y a quelques instants, disait que vous étiez leur bourreau à ces couples. Oui, je ne suis pas Robespierre. Vous vous attendiez à autant de fautes différentes sur ce parcours que vous avez imaginé? Oui, tout à fait. Je savais que c'était délicat, partout. Comment vous avez réfléchi et imaginé ce Grand Prix Land Rover Bordeaux Métropole? C'est un Grand Prix qui est moins difficile que le Grand Prix Coupe du Monde, donc je compense un petit peu avec un petit peu plus de subtilité dans le parcours. Et pourtant, on n'a que 200 fautes jusque-là. Oui, mais ça va arriver. Tranquille. On ne vous sent pas inquiet? Pas du tout. Non, ça va arriver. Et puis voilà, faut regarder la liste de départ, la fin de la starting list est quand même assez épaisse. Merci Jean-François Morand. Bien voilà, il va falloir attendre, selon le chef de piste, la fin de cette épreuve pour avoir plus de 100 fautes. Merci Élise. J'ai adoré là comment l'humour un peu à froid de votre ami là. Vous dites un peu la même chose là. Il est assez confiant, mais il faudrait peut-être que ça tarde trop. En fait. C'est ça. C'est ça. Voilà. Je vous laisse convaincre. Et si c'était pour maintenant, j'allais dire si c'était pour maintenant, ben non, ça ne sera pas le cas. Mais Jean-François Morand l'a dit là, c'est délicat partout, il y a des fautes partout et c'est ce qu'il nous avait dit à la reconnaissance du parcours. C'est ce qu'il avait déjà dit hier avant le Grand Prix Coupe du Monde et c'est vrai, ça se vérifie même si aujourd'hui le triple saut fait plus de fautes que hier. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a des fautes du début à la fin. Edouard Lévy, jeune talent qui a encore beaucoup à apprendre, mais qui sans doute fera partie de la grande équipe de France dans quelques années. Il en a le talent. Et maintenant, c'était Max Kuhner qui, je dois dire, a fait un beau tour. C'est de la belle équitation, même avec 13 points. On a vu là un tour qui tient la route finalement. On peut voir des beaux parcours à 3 fautes parfois. Oui. Et justement parce que aussi les chevaux ne sont pas trop mis à l'effort et qu'on ne voit pas de vilaines fautes, je dirais. Alors, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Pénélope Le Prévost sur Varennes du Breuil. Espérons que ça ne sera pas la fuite à Varennes pour Pénélope. Alors hier soir, comment elle était très déçue, très déçue. Elle ne s'est pas trop attardée au micro d'Élise. Espérons vraiment que là, cet après-midi, cela se passe mieux pour cette cavalière tant aimée du public. Mais elle a quand même fait hier soir un magnifique parcours. Après, il y a tellement peu de différence des fois entre 4 points et 0. C'est une barre, mais je veux dire, le parcours était presque parfait. Elle était même plus frustrée que déçue, si j'ose cette comparaison. Là, elle tourne court, c'est bien. Allez.
Pénélope, qui était de cette grande équipe de France médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio, et qui espère donc bien sûr être de l'équipe à Tokyo. Et elle a 2 chevaux pour être de cette équipe. Donc elle a quand même de grandes chances d'assurer une présence féminine dans l'équipe tricolore. Et ce cheval-là, qui est plutôt le numéro 3 de l'écurie, donne sa pleine mesure aujourd'hui. Attention. Oui. Ah non, mais c'est pas possible ça. Un peu comme hier en fin de parcours, c'est dommage. Elle sera dans les temps, ça, elle y sera. Ouais. Ah, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Oui, c'était presque parfait. Ah ouais. De nouveau, comme hier, c'est très frustrant. Une seule faute, une seule faute. Ah, comme Kevin Stott, il le disait, mon week-end est raté. En fait, j'ai fait 3 parcours à une faute ce week-end dans les 3 grosses épreuves. Et pour des cavaliers comme ça, le week-end est raté et c'est la guigne. Mais souvent, la chance appelle la chance, la malchance quand on commence mal un concours. Comme vous avez raison, je sais pas si on voit au ralenti la faute. Oui, voilà, c'est là. rien. Hein. Ouais, c'est rien. Les postérieurs qui effleurent la barre. Et tout s'enchaîne assez rapidement. Aucun temps mort dans ce concours avec Eduardo Alvarez Aznar, que vous connaissez peut-être, le concurrent espagnol sur Legend. Oui, très bon cavalier espagnol, un des 2 meilleurs espagnols avec Sergio Alvarez Moya depuis 5-6 ans. C'est ces 2-là qui peuvent réussir de grandes choses, plutôt en individuel, parce qu'il manque de coéquipiers vraiment solides en Espagne. Mais lui est très fort. Son père, Luis Alvarez Cervera, était cavalier olympique et il avait même monté aux Jeux de Barcelone le concours complet et le saut d'obstacle. Donc grand monsieur. Oui, Élise. Oui, je suis avec Pénélope. Quel dommage, Pénélope. Quel dommage ce 4 points sur ce vertical. C'était tellement bien jusque-là. Oui, mon cheval était génial. Ouais. C'est vraiment une bête faute, mais voilà, je pense qu'il a fait tout le chemin et bientôt on a un grand cheval de Grand Prix. On était content de vous voir là sur ce tour. C'est un cheval en devenir? Oui, ça fait longtemps qu'on y travaille, ça fait longtemps qu'il est au sein des écuries et il va devenir un champion. Merci infiniment. Pénélope un petit peu plus loquace qu'hier soir et qui tire, ma foi, une très juste analyse, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et elle est très contente de voir que ce cheval-là peut aussi être une vraie alternative pour les grands prix les plus difficiles. Donc, une déception relative là, parce qu'elle voit qu'elle a un cheval de plus pour faire de grosses épreuves. Et à nouveau un 4 points avec l'Espagnol. D'ailleurs, les chefs de piste, pour se dédouaner un peu, disent « Vous êtes gentil de regarder que les sans faute, mais vous devriez additionner les sans faute et les 4 points. Parce que si je n'ai que 3 ou 4 sans faute, mais que j'ai 12 4 points, vous pouvez vous dire que le parcours était quand même bien conçu, parce qu'il y a tellement peu de différence entre 0 et 4. S'il y a beaucoup de 12, de 16, là, on discute. C'est tout à fait exact. Mais là, c'est juste. C'est plus homogène, c'est tout à fait exact. Alors que le speaker, il est excellent d'ailleurs le speaker, il fait vibrer la foule bordelaise, nous annonce donc, eh bien oui, nous annonce, ah ben là ça serait très bien, alors là ça serait très bien, Philippe Rosier, France sur Prestige Cologne. Philippe Rosier absent hier soir, j'ignore la raison pour laquelle, mais là cet après-midi il est là et bien là. Oui, Philippe qui n'a en ce moment pas de crack, ils sont ou au repos ou avec un petit pépin. Donc ce cheval-là a moins de métier et je pense qu'il préférait le mettre dans cette épreuve qui est un zeste moins difficile que l'épreuve Coupe du Monde de hier soir. Et voilà, un choix sûrement judicieux et qui sait, peut-être qu'il va nous faire quelque chose de grand. Lui qui était de cette équipe championne olympique à Rio, équipe avec Pénélope Prévost, Kevin Stott et Roger-Yves Bost. 4 cavaliers que vous avez la joie de voir ce week-end à Bordeaux. Aïe, déjà ça ne sera pas le cas. Mais bon, le cheval, il a quand même peu fait d'épreuves de ce niveau-là encore. Il n'a que 10 ans. Enfin, il prend 10 ans
Donc, en général, à 9 ans, jusqu'à la fin de l'an passé, il avait 9 ans. On fête l'anniversaire au 31 décembre pour les chevaux. C'est plus simple parce qu'on ne se rappellerait pas tous les anniversaires. Ah non. Et c'est vrai que jusqu'à 9 ans, en général, on ne fait pas encore des Grands Prix 5 étoiles 1,60 m. Quelques-uns en fin de saison, mais pas beaucoup. Bon, voilà, le cheval apprend son métier. Alors, à l'heure où nous vous parlons, nous avons, si vous nous prenez en cours de route sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, nous avons 2 barragistes et il nous reste 12 concurrents. Les 2 barragistes sont, vous allez nous les rappeler, mon cher Alban. Michael van der Vleuten pour les Pays-Bas et pour la France, Félicie Bertrand qui est la gagnante de ce même Grand Prix de la ville de Bordeaux l'an passé. Donc, chance de doubler pour la cavalière normande. Et encore un Belge en piste. Oui, il s'agit donc de Peter Devos, que nous avons vu hier soir, excellent d'ailleurs. Oh oui, excellent. Hein. Quatrième. Quatrième, oui, sur Carpe Diem cette fois. Oui, quatrième du barrage, donc remporté haut la main par Gerda. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs le plus dur adversaire de Gerda sur ce circuit Coupe du Monde, puisque le Suisse est en tête du circuit avec une centaine de points, et que derrière on trouve Peter Devos à une quinzaine de points. Et Devos ira à Göteborg faire la dernière étape, tandis que Steve, lui, va aller préparer ses chevaux au bord de la mer en Espagne, à Oliva, pendant 3 semaines. Donc Devos a une chance encore de finir le circuit devant lui, mais enfin c'est complètement anecdotique puisque les compteurs repartiront à 0 à la finale de Las Vegas. Pour la finale de Las Vegas. Vous pouvez peut-être nous rappeler la date de cette finale à Las Vegas. Ah là là, Devos. Je suis avec Philippe Rosier et Prestige Calonne. Oui. Décidément, ce parcours, il pose beaucoup de difficultés. Hein. Oui, mais bon, mon score est lourd. Je suis un peu déçu parce que 4 points, ça peut être 12, c'est beaucoup. J'avais bien préparé ce Grand Prix-là, pas sauté hier exprès. Moi, je suis un tout petit peu déçu parce que voilà, je fait des fautes postérieures, ce qu'il ne fait jamais. Donc il faut que je revoie ma copie. Oui, c'est... Voilà. Quoi, de la fébrilité, peu de fatigue? Je sais pas. Faut laisser un peu le temps que je revoie mes parcours. Je réfléchisse à tout ça, c'est toujours difficile à chaud de dire les choses. Mais voilà, je suis un peu déçu parce que 3 fautes, c'est trop. Bah, nous aussi, voilà. On est déçus pour vous, merci. Philippe. Merci à vous. Le mot déçu oui. arrive assez souvent cet après-midi. Oui, mais lui, il l'était vraiment. On voyait qu'il était un peu plombé, effectivement. Bon, score lourd pour une fois pour Devos. Et alors, la finale de la Coupe du Monde, ce sera du 16 au 19 avril à Las Vegas. Donc, Max Center. Là où il y a toujours la finale, une piste un peu petite, un peu biscornue, mais enfin il y aura du grand sport évidemment, et donc ce sera en fait la semaine après Pâques. Et là, les cavaliers américains seront présents. Bien sûr, les 10 meilleurs américains, les 18 meilleurs européens et des cavaliers des 5 continents. Alors, allons-nous augmenter l'effectif des barragistes avec le concurrent? Ça serait très bien. Ça serait très bien, oui, voilà, vous avez compris pourquoi. Puisque donc Simon Delestre sur Berlux, là, il tourne très court. Bah, je sais pas, je sens que Simon va se qualifier pour la finale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alban, mais allez. Ah ben, il a toutes ses chances. Hein. Simon, il en a vu d'autres. Un des piliers de l'équipe de France. Tout de grands résultats individuels. Et il a un cheval qui saute très fort, là, qui n'a que 9 ans, hein, donc tout jeune cheval. Fils de l'étalon Berlin, qui était très impressionnant, le crack de Gerko Schröder, qui faisait partie justement de l'équipe des Pays-Bas dans les grandes années, et qui donne de très bons chevaux, dont celui-là qui est vraiment très impressionnant. Très bien. Le temps ne devrait pas poser de problème. On a vu hier que Hermès Ryan était un peu fatigué, son crack numéro 1. Attention là. Facilement. Hein. Ouais.
Oh mon Dieu, mais ce n'est pas possible ça. Oh. Un petit peu de déconcentration, peut-être on se dit qu'on a fait le plus difficile. Ce qui était le cas. Oui, mais la distance n'était pas idéale là sur le vertical. Et il y a du temps, donc ça va enlever un peu de regret. Il y avait un dépassement de temps de toute manière. Eh bien. Mais il nous reste des Français. Hein. Il nous reste des Français, il nous reste des Suisses, il nous reste, et pas n'importe lesquels. On n'oubliera pas votre deuxième compatriote, Pius Schwitzer. Oui, Marcus Henning pour l'Allemagne. Niels Brussels, très bon hier soir. Très bon hier soir pour la Belgique. Peut-être un peu en retrait Holly Smith, encore que hier soir, ça s'est pas trop mal passé pour elle. Donc oui, tout est encore jouable. Mais là, là nous arrivons, Alban, au moment où ça serait quand même bien d'avoir quelques autres barrages. Je pense que là, vous serez d'accord avec moi. Parce je suis totalement d'accord avec vous, mais en même temps, vous avez encore oublié en plus Marcus Henning, Julien Paillard. Exact. Il y a des grands noms quand même à venir, et avec des très bons chevaux. Parce que Henning monte comme il faut, et Paillard, Queleta, je parie sur ces deux-là. Très bien, alors le défi est double, 0 faute et moins de 72 secondes. Holly Smith a laissé son meilleur cheval au repos, Destiny, qui a été formidable hier soir, qui était au barrage de l'épreuve Coupe du Monde. Là aussi, donne sa chance à un autre cheval de l'écurie qu'on connaît beaucoup moins. Et du coup, déjà une faute. Messieurs, je suis avec Simon Delestre et Berlux. C'est rageant, mais c'est encourageant quand même pour ce jeune cheval. Bien sûr, c'est un cheval de 9 ans, c'est son premier Grand Prix. Il a sauté de façon remarquable. Bon, c'est toujours rageant, effectivement. Premier Grand Prix, vous êtes content de lui quand même? Oui, bien sûr, mais il a sauté magnifique. Alors, on aurait bien voulu éviter ce petit 4 points, mais bon, pour la prochaine fois. Il montre des qualités, cet étalon. Oui, formidable. Merci Simon. Toujours très souriant, Simon Delestre, qu'on a toujours plaisir à retrouver. Mais ça ne sera pas pour le barrage de tout à l'heure. Combien à peu près, Alban, combien y a-t-il de 4 points? C'est-à-dire d'une faute, au moins une dizaine. Je vais calculer, mais une dizaine facilement. Ah ouais. Un zeste plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 9 et beaucoup de 5 points aussi, mais 9, 4 points et beaucoup de 5 points. Ouais, donc c'est exactement ce que vous disiez, c'est le talent du chef de piste dont vous parliez tout à l'heure. Oui, en tout cas, c'est une vraie excuse, une juste excuse de dire oui, ok, il y a très peu de sans faute, mais regardez, il y a énormément de 4 points. Donc c'est pas forcément que le parcours est vraiment trop difficile, c'est plutôt qu'il y a un peu la poisse pour beaucoup de concurrents. C'est vrai qu'en général, il y a le même nombre environ de sans faute et de 4 points. Et aujourd'hui, il y a un immense paquet de 4 points et que 2 sans faute. Mais qui sait, peut-être un exploit de ce jeune talentueux français. Il était à votre place hier soir. Garçon extrêmement sympathique que vous connaissez, qui nous disait tous les espoirs qu'il fondait pour cet après-midi. C'est parti pour Benoît Serment. Il est très talentueux. Il n'a pas toujours la chance d'avoir des cracks, mais qui a beaucoup de talent, de sérieux. Et je pense qu'il ira loin. Il faudrait peut-être encore un ou deux propriétaires pour avoir des vrais bons chevaux. Mais voilà, mais pour lui, c'est déjà un immense honneur de se frotter à l'élite mondiale, d'être à Bordeaux en Grand Prix. Même s'il fait des fautes, il apprend. Son cheval aussi. C'est un cheval qui a un style un peu particulier. Alors là, Benoît ne gardera pas un très bon souvenir. Là, ça ne se passe pas bien. Là. Oh là là. Non. Non. Sa seule satisfaction, c'est qu'il était dans les temps. Mais là, tout de même, il y a 4 fautes, 16 points. Ouais. Oui, ce week-end à Bordeaux, le problème peut-être pour les Français, c'est que ça montre qu'il n'y a pas énormément de réserves derrière les ténors habituels. On a toujours un peu les mêmes noms qu'il y a
finalement 10-15 ans, 5 ans au jeu de Rio. Aujourd'hui, c'est un peu les mêmes et on voit pas tellement d'étoiles apparaître. À l'exception peut-être de Félicie Bertrand, je ne sais pas. Complètement, mais peut-être que cette jument-là est fabuleuse sur ce genre d'épreuve, mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse imaginer être dans l'équipe olympique. Parce que la jument, peut-être, hein, je ne le dis pas, mais j'entends... Est-ce qu'il faudrait en tout cas qu'elle puisse faire alors vraiment des très grosses épreuves ce printemps, pouvoir aller faire des très gros concours, la Baule bien sûr, ensuite Rome ou Saint-Gall, et vraiment gagner encore de l'expérience sur des parcours très difficiles. Mais vous avez raison, absolument, peut-être. Peut-être, ce serait bien, parce que bon, on peut penser qu'effectivement que les places de Pénélope Le Prévost, voire Kevin Stott sont à peu près. Oui, encore que c'est pas tout à fait sûr. Ça dépend des chevaux, non? Et oui, c'est pas encore sûr. Élise. Oui, je suis à côté de Benoît Cernin. Le score est lourd là cet après-midi, Benoît. Oui, c'est lourd. Après, c'est un cheval, on lance dans le grand bain. C'est un cheval qui a fait, il y a un an, il souhaitait encore mettre 35. Voilà, on prend le temps et il faut passer par là. Donc après, on l'a mis le premier jour dans la mètre 50. Je fais 4 points. Tout petit peu de ma faute, un peu gourmand. C'était sa première grosse épreuve dans un 5 étoiles. Et donc là, on a choisi de le mettre ici pour lui faire prendre de l'expérience. Et puis voilà. Il faut passer par là. Oui, c'était un peu plus gros aujourd'hui. Exactement. Mais c'est un cheval très stressé et tout. Une fois qu'il sera dehors, ça va être beaucoup plus facile. Bon, bah, vivement que le printemps arrive alors. Exactement. Pour retrouver les extérieurs. Très joliment dit là aussi de la part de Benoît Cernin. Et c'est vrai aussi qu'il y a des chevaux qui sont beaucoup plus à l'aise à l'extérieur, où il y a beaucoup plus de place, où on peut galoper, et qui sont un petit peu gênés sur les petites pistes indoor. Alors, je ne sais, vous nous disiez tout à l'heure, Alban, que c'est donc un tirage au sort total, mais cela dit, ce tirage au sort a plutôt bien fait les choses, parce que là, parce que là, si on voit la liste des partants à venir, là vraiment nous avons l'élite mondiale qui devrait quand même, sauf erreur, pouvoir accompagner Van der Vleuten et Bertrand en barrage. Ou alors sinon vraiment ce serait vraiment inattendu que de ne retrouver que 2 cavaliers dans le barrage. Je ne pense pas, vraiment je ne pense pas. Bah, ce serait comme en tennis finalement, la finale, un duel. Oui. Il n'y a rien à ajouter. Alors Olivier Perrault, qui n'est pas le cavalier français le plus coté, qui est un outsider que vous connaissez peut-être. Oui, c'est un cavalier qui a pas beaucoup progressé ces 2 dernières années, qui a pu aller faire quelques Coupes des Nations, notamment au Maroc. Une jolie tournée pour les cavaliers pour s'aguerrir sur du 4 étoiles avant de faire du 5 étoiles. Il a beaucoup progressé. Il est aussi aidé par l'équipe de GL Evans, des organisateurs du concours de Lyon, qui parrainent certains de ses chevaux. Donc je pense que Olivier Perrault va pouvoir petit à petit entrer dans l'équipe première à certaines occasions, en tout cas faire des belles Coupes des Nations. Organisatrice de Lyon, Sylvie Robert, que nous saluons. Également organisatrice du Grand Palais, où on ira au mois de mars. Au mois de mars, exactement. Bon, alors là, ça ne se passe malheureusement pas bien du tout non plus pour Olivier Perrault, qui ne sera pas du voyage dans le barrage, si j'ose dire. Il restera 4 concurrents, dont... Alors, les 4 concurrents à venir, Alban, peuvent accéder au barrage. Les 4. Ça, c'est sûr. Ah bah non, c'est pas sûr. Ah ben, non, rien n'est sûr, n'est sûr aujourd'hui. Mais c'est sûr que ce sont des monstres sacrés et qu'on a là 2 peut-être des cavaliers les plus adulés de la planète, Marcus Henning et Steve Gerda. Ensuite, le meilleur français au ranking mondial, puisqu'il est 12e actuellement au classement mondial, c'est Julien Epaillard. Et Pius Schwitzer, le Suisse, qui a aussi été numéro 1 mondial il y a quelques années. Bon. Donc, normalement, là, je vais vous demander de prendre quelques risques. Normalement, Alban, vous allez prendre quelques risques. Henning, oui, parce qu'il monte un de ses meilleurs chevaux, comme il faut, qu'il avait au championnat d'Europe à Rotterdam. Donc Henning, je parie sur lui. Julien Epaillard, il a gagné avec Willetta beaucoup d'épreuves ces derniers temps, je parie sur lui aussi. Steve, c'est un génie, mais il monte un cheval qui fait son 2e Grand Prix avec lui, donc on verra, on espère. Et puis Schwitzer, je ne suis pas sûr, parce que ce cheval-là... Donc 3 des 4. 2 ou 3. 2 ou 3 des 4. 2. Vous avez dit 2 avant. Oui, alors Gerda... C'est notre joker, Gerda, parce qu'il monte son cheval numéro 6 ou 7 de l'écurie. Il n'a fait que 2 Grands Prix avec lui. On verra, mais il est tellement talentueux qu'on peut y croire. Bon, alors,
En attendant, maintenant, on va suivre le pronostic de notre ami Alban Poudré qui voit donc le cavalier en piste se qualifier pour le barrage. Marcus Henning pour l'Allemagne. Avec ce génial étalon comme il faut. Il a beaucoup d'étalons allemands qui portent des noms français. Prêt à tout, comme il faut, à la carte, c'est amusant. Et c'est pourtant des chevaux allemands. Il est spectaculaire, non, ce cheval-là? Très spectaculaire, oui, il est très spectaculaire et pour l'instant ça se passe bien. Il me semble qu'il est dans les temps. Oh oui, il est toujours très rapide. Oui, ouf. Oui, oh là 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 là, oui, attention. Waouh, mais qu'est-ce qu'il est bondissant. Ah mais non, nous l'encourageons, ce serait spectaculaire pour le barrage, bien entendu. Attention. Oui, oui. Non, non. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est vraiment diabolique, ce triple. Parce que là, on a quand même un Allemand médaillé au championnat d'Europe de Rotterdam avec l'équipe germanique. Et un cavalier exceptionnel. Oh, quel dommage, ouais, quel dommage, en plus c'était plus que dans les temps là, il était 3 secondes en dessous. Oh, il doit être très très déçu là. J'ai déjà perdu un pari, mais on en perd beaucoup. Oui, c'est vrai. On en perd beaucoup plus en saut d'obstacle qu'en course, hein. Il y a beaucoup de surprises, mais il faut prendre des risques. Qu'est-ce qui a pu se passer? Attendez, on va revoir ça peut-être. Je crois que c'est... Non, ce n'est pas là. Non, c'est à la sortie. L'Auxerre est large, il demande un gros saut, il est parti de loin, il demande un très gros saut sur cet Auxerre. Et vous voyez la ferveur du public là pour le vainqueur de hier. Steve Garda donc pour la Suisse, alias meilleur cavalier du monde. Mais qui, vous nous le disiez, Alban montre le 6e cheval, ouais, enfin bon, 6e cheval de son écurie. Il n'aimerait pas qu'on dise ça d'ailleurs, parce que lui il les considère tous, et ce sont ses compagnons, il fait équipe avec, mais disons que c'est un cheval qui normalement ne sort pas dans les Grands Prix. C'est un cheval en fait qui est propriété d'un Mexicain, qui lui prêtait à l'Amo, avec lequel il a gagné le top 10 et la finale de la Coupe du Monde. Il lui a repris à l'amont pour le monter lui-même et il lui a donné celui-ci parce qu'il a eu des problèmes avec ce cheval-là. Il était sur le refus, le cheval. Donc il le confie à Steve pour que le cheval reprenne confiance. Mais avec Steve sur le dos, il est possible qu'il soit sans faute. Il était sans faute dans l'épreuve Coupe du Monde. La première grosse épreuve qu'il a faite il y a 2 semaines à Leipzig. Il était au barrage, une faute au barrage. Donc on peut espérer un sans faute ici. Mais c'est leur 2e grosse épreuve ensemble. Steve qui a vraiment un talent pour s'adapter à tous ses chevaux, des chevaux très différents, mais qui ont en général beaucoup de tempérament. Il les aime comme ça. Ouh là, ça va passer, Alban, ça va passer. Oh non, mais ce n'est pas possible ça. Oh là 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 là. Quel dommage. Oh oui, que ce soit pour Henning ou pour Gerda, c'est vraiment... Oh là 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 là, ce n'est pas possible ça. Quel dommage. La poisse, mais c'est vrai que bon, gros effort sur la sortie de triple et du coup le cheval pense que le plus dur est fait et juste après il y a ce vertical très délicat qu'il ne faut surtout pas toucher et il l'a touché. Vous vous rendez compte qu'on risque d'avoir maximum 4 barragistes et minimum 2. Mais ça arrive qu'il y ait des barrages à 2 ou à 3. Ce qui aurait été triste, c'est pas de barrage du tout, ça c'est sûr. Mais à la limite, si c'est un barrage à 3, barrage de roi. Alors on va espérer que Julien Epaillard soit sans faute, le meilleur Français actuel. Epaillard pour rejoindre donc Félicie Bertrand et Michael van der Vleuten, passé il y a déjà plus d'1 heure. Oui. Ouais. Oh là là. Bon, cette jument-là est vraiment très en forme, a gagné plusieurs épreuves, une à Bâle, vraiment régulièrement ici aussi. Elle est très en forme
Et le Cavalier, lui, on sait que c'est un gars plein de talent. En plus, s'il allait au barrage, il serait très rapide, parce que c'est un des cavaliers les plus rapides au monde. Mais on va voir, il faut y aller au barrage, c'est pas simple. Oui, Steve, un petit mot, ça ne passe pas cet après-midi avec ce vertical. Non, on n'était pas loin. Je trouvais que le cheval a très bien sauté, mais je pense qu'on n'est encore pas très bien et je manque un petit peu de calme à la bord du vertical. Je pense que la place était bonne, mais j'avais pas assez de calme et il n'a pas assez pris le temps de sauter, il s'est dépêché. Je suis content de la façon dont il s'est comporté et continue à progresser. Vous n'êtes pas tout seul, il y a eu très peu de sans faute cet après-midi, 2 seulement. Raison de plus pour être déçu du 4 points, mais je suis content du cheval et on reviendra. Au revoir Steve, merci. Là aussi, c'est joliment dit. Et on peut espérer pour Julien un deuxième Français, ce serait assez dingue. Moi, je ne dis plus rien, là, parce que là... Vous avez raison. Ouais. Oui. Voilà qui passe. Enfin, 1 heure pratiquement après le passage de la deuxième barragiste Félicie Bertrand. Pratiquement 1 heure après, nous retrouvons donc enfin un autre barragiste en la personne de Julien Epaillard, France. Avant-dernier concurrent à suivre, donc ils seront minimum 3 dans ce barrage. On va certainement retrouver Julien au micro d'Élise, alors que là c'est le petit obstacle qui a coûté cher à Gerda, enfin petit par rapport à d'autres difficultés. Et le dernier concurrent, et donc vous le connaissez tellement bien, Alban, c'est vous qui nous le présentez, Pius Schwitzer. Oui, Pius Schwitzer qui est quand même un pilier de l'équipe suisse depuis une douzaine d'années. Oh, c'est un gars déjà qui a 50 Julien, quelle joie, le 3e sans faute, le 2e tricolore, 3 barragistes. Ouais, je suis vraiment content. Là, il y avait un petit défi à relever et puis non, la jument était super. Très content de mon parcours. Et de cette jument, quel état? Elle a super bien sauté tout le week-end. Ah ouais, super. Il y a le barrage maintenant? Ben voilà, il y a l'autre moitié à faire maintenant. Pius Schwitzer qui fut numéro 1 mondial en 2010, sauf erreur, donc il y a quelques années. Qui maintenant n'a pas une place automatique dans la première équipe, tant s'en faut, mais qui va peut-être vouloir, à 58 ans, faire peut-être ses derniers jeux à Tokyo. Donc on espère qu'il va vraiment préparer un cheval pour ces jeux et être le 3e ou 4e de l'équipe suisse. La Suisse qui est sûre d'avoir Steve Gerda et Martin Fuchs, les numéros 1 et 2 mondiaux actuels. Et autour, eh bien, on verra peut-être le jeune Brian Balziger qu'on a vu tout à l'heure, Schwitzer, Mendy, Rucci, il y a beaucoup de candidats. Et ce cheval-là qui saute très bien aujourd'hui, qui est un peu irrégulier encore à ce niveau-là, mais aujourd'hui ça se passe très bien. Il a beaucoup encouragé de la langue, la voix, vous l'avez entendu. Très bien soigné là le vertical. Et on aura peut-être les 2 sans faute qu'on disait. Obstacle fatal à Gerda tout à l'heure. Il reste 3 obstacles. Ah, bravo. Magnifique. Bravo à Pius Schwitzer, bravo. Parce que là, effectivement, écoutez, vous aviez dit 2 sur 4, pas nécessairement les deux. Pas forcément ces deux-là. Voilà, mais vous aviez raison. Oui, absolument. Donc, ça va être passionnant. Je ne sais pas si Élise peut avoir un mot avec Pius Schwitzer, je ne sais pas. En il ne attendant, parle pas français. Hein. Il ne parle pas, pardon. Alors, dans ce cas-là, il est suisse-allemand. Donc, nous allons nous intéresser au... alors que là, il y a des, comment dire, on va peut-être voir ça, il y a comme des petites fourmis là, qui arrivent sur la piste pour nous préparer un barrage, eh bien mon Dieu, de gala, puisque c'est quand même mieux comme ça. Hein. Oui. C'est mieux comme ça. Heureusement qu'il y a eu les 2 derniers concurrents. Hein. Absolument. Puisque donc Van der Vleuten, Pays-Bas et Schwitzer, Suisse. Oui, avec un nom comme ça, on est à peu près sûr qu'il est suisse. Seront donc opposés à Epaillard et Bertrand pour la France.
Alors là, il est impossible de donner un favori. Là. Et Paillard pour moi, parce qu'il part en dernier, enfin en avant-dernier, mais disons, il est très rapide avec Quilletta, il a gagné beaucoup d'épreuves. Si je vais dire, je vois bien les deux Français, Félicie Bertrand, qui avait quand même gagné avec brio et vélocité l'an passé. Elle nous avait fait un barrage extraordinaire. Donc je les vois assez avec des ailes, ces deux Français. Michael van der Vleuten a aussi une jument rapide. Hein. Et puis Schweitzer, c'est un peu la surprise du lot parce qu'il ne montait pas son premier cheval. Il montait un cheval qu'on a rarement vu aussi bien qu'aujourd'hui. Mais c'est lui un cavalier rapide, le cheval peut-être un peu moins. On va voir. Mais je mettrais bien une pièce sur Julien Paillard ou Félicie Bertrand. Et ce serait assez fabuleux aussi que Félicie arrive à défendre bien. Ah oui, ce serait formidable même. Ce serait formidable. Alors là, ça va très très vite. Hein. On ne perd pas de temps là pour préparer. Alors qu'ici, on revoit donc, je pense, les meilleurs moments de ce qu'on vient de voir. Des très beaux ralentis qui nous permettent effectivement de revoir quelques parcours, quelques-unes des difficultés. Mais franchement, Jean-François Morand a vraiment bien fait son parcours. C'est vrai que 400 fautes, c'est pas beaucoup, mais enfin, ça suffit pour avoir un beau spectacle au barrage. Et comme on l'a dit avant, il y a beaucoup de 4 points, hein, il y en a plus de 10. Donc, je crois que finalement, ce parcours était assez bien dosé. Et qu'on va vivre malgré tout un très beau barrage, peut-être un peu moins rapide que hier, puisqu'ils étaient plus nombreux. Mais on a des chevaux très rapides là, dans ce barrage, ça va être spectaculaire. Et on voit le premier sans faute, celui de Michael van der Vleuten avec Dana Blue. Premier qui a ouvert la voie. Son compatriote Bartless ici, qui a eu de la malchance. C'est un de ses nombreux 4 points. Félicie Bertrand qui sera du barrage, avec cette jument pleine d'énergie, de vivacité, de cœur. Sultane des Ibis. Ce serait génial qu'elle réédite leur exploit de l'an passé. C'est rare les doublés dans notre sport. Ce serait formidable. Je suis même un petit peu déçu de la non-qualification de Gerda, de Henning là, qui se joue vraiment. Parce que là, nous étions à barrage à 6 ou 7. C'était. Oui, ça aurait été l'idéal. C'est vrai. En plus, Henning avec ce cheval explosif. Gerda pour essayer un doublé samedi-dimanche. C'est vrai que ça aurait encore ajouté quelque chose. Mais je crois que là, on va avoir un très beau barrage à 4. Avec en plus 2 chances françaises. Et pour le public, oui. Pour le public bordelais, encore une fois, nous nous répétons. Mais alors vraiment, 7000 personnes, capacité totale de ce parc des expositions de Bord-de-Lac que vous connaissez bien sûr. Et Nelson, c'est peut-être l'occasion de dire qu'ici le spectacle ne sera pas fini après le barrage, puisqu'il y aura encore la finale de la Coupe du Monde d'attelage. Et tout le monde va aussi un très très beau spectacle. Tout le monde va rester, c'est sûr. Et il y aura une finale à suspense. En général, c'est l'Australien Boyd Excel qui gagne chaque fois. Il l'a gagné une dizaine de fois, cette finale de Coupe du Monde. Mais l'an passé, il a été battu par un petit jeune, le Hollandais Bram Chardon. Et cette année, c'est un autre Hollandais, Cause de Ronde, qui a près de 10 secondes d'avance sur ces deux-là. Et même Benjamin Ayot, le meneur français, a une chance de monter sur le podium. Il est tout près de la 3e place. Donc on va avoir une finale passionnante en attelage à 4 chevaux. Et ces attelages à 4 chevaux, franchement, c'est très spectaculaire aussi. Donc un spectacle très varié ici, aussi sur les autres pistes, avec les attractions sur les 2 autres arènes de ce très beau concours. Et voilà Julien Paillard qui a signé un magnifique sans faute avec cette jument ultra rapide Quilletta. On voit qu'il en veut. Et puis Schweitzer, le 4e et dernier qualifié. 58 ans, vous disiez, Schweitzer. Oui, incroyable. Hein. Là, les frères Whittaker. Et il est fit. Hein. Il est très fit, Schweitzer. Il a à peu près le même poids qu'il y a 20 ans. C'est un jeune marié. C'est un cheval. Ah bon? Oui. C'est un jeune marié? Oui. Ça donne des ailes, c'est ça? Alors non, je disais que c'est vrai que c'est un sport. Souvent, nos téléspectateurs nous demandent
Alors que nous avons ici Napoléon, là, au premier plan. Enfin, en tout cas, avec un bicorne qui lui ressemble un petit peu. Les téléspectateurs nous demandent souvent jusqu'à quel âge peut-on être compétitif. Écoutez, si on prend Schweitzer ou les frères Whittaker, on peut dire que les frères Whittaker, qui sont même plus âgés que Schweitzer. Ah oui, ils ont bien dépassé les 60 ans. Michel Robert aussi, qui avait fait ses adieux à Lyon, mais qui finalement revient dans les 2, 3, 4 étoiles, même 5 étoiles. Et il a gagné une épreuve aux 5 étoiles de Saint-Gall l'an passé. Donc je crois que si on est très fit, ce qui est le cas de Michel Robert, de plus Schweitzer et d'autres, eh bien on peut très bien aller au-delà de 60, voire 70 ans. On a eu 1 ou 2 exemples, notamment l'Australien volant Kevin Bacon, qui a plus de 70 ans, était encore un international, mais bon, là c'est des oiseaux rares quand même. Extraordinaire quand même. Oui, c'est la passion, c'est la passion. Et on voit que c'est Marlon Modolo Zanotelli qui accompagne Michael van der Vleuten. Ils échangent un peu, est-ce qu'il lui donne quelques conseils? C'est fort probable. Michael van der Vleuten qui va donc ouvrir ce barrage. Alors là, ce n'est pas nécessairement un avantage. Vous disiez que de passer en dernier, comme ce sera le cas pour non pas pour Epaillard, pour Schweitzer, est un avantage. Un léger avantage, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas toujours le dernier qui a le dernier mot. On l'a vu hier et on le voit souvent. Mais c'est un petit avantage quand même de savoir exactement par où les autres ont passé, parce qu'il y a toujours une ou deux options, un ou deux endroits où on peut couper court, peut-être passer devant un obstacle. Jean-François Morand a laissé 7 obstacles et 8 efforts dans ce barrage que je découvre maintenant. Il y a un obstacle, on saute dans l'autre sens. Le parcours est assez différent. Il reste encore 2 éléments du triple saut. Les 2 derniers éléments du triple saut sont là, vertical, auxerre. Et sinon, c'est des obstacles simples et on finit par une longue galopade sur le numéro 2. Et je pense qu'il y aura des options, plusieurs options. On a vu hier un barrage très intelligent dans l'épreuve Coupe du Monde, je trouve, où il y avait plusieurs endroits où on pouvait faire la différence, couper plus court. Steve a déjà fait presque la différence entre le 1 et le 2 en tournant sur l'auxerre numéro 2. Et je pense qu'on va assister à du grand spectacle et qu'ils vont quand même s'ils ne sont que 4, prendre des risques. Alors Michael van der Vleuten, Pays-Bas, pour ouvrir ce barrage à suspense. Et alors Nelson, si je vous demande un pari pour ce barrage? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu tellement de... Le pari de cœur serait évidemment pour Félicie Bertrand, pour réaliser un doublé. Le pari de la tête serait pour Julien Epaillard, là je vous suis. Mais je ne sais pas, sur l'impression donnée, j'ai trouvé Schweitzer vraiment excellent. Donc voilà, ce qui exclut donc Van der Vleuten qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une réponse de Normand. J'aurais répondu voilà, à peu près comme ça. Léger avantage à Epaillard, mais voyons cela. Il a une jument rapide, Michael van der Vleuten, une jument qui a déjà du métier, 12 ans, qui a déjà gagné des grosses épreuves. Là, il a tourné court. Ah oui. Oui, c'est très bien fait jusqu'ici. Ouais, le vertical pastel le passe plutôt bien pour l'ensemble des concurrents, ce qui n'est pas le cas du premier du triple devenu double. Oui. Il continue à serrer très fort ses oui, parce que 4 fautes n'est pas nécessairement éliminatoire. Hein. Non. On peut très bien gagner un barrage avec une faute en étant dans les temps. 42-10, ça c'est déjà vu plusieurs fois. Ça c'est vu absolument, mais je pense qu'on va quand même faire peu mieux, probable, ou plus vite ou sans faute. Je pense déjà plus vite. Voir les deux. Ouais. Alors que là, vraiment, la foule, je pense que vous l'entendez grâce à la remarquable réalisation de ce jumping international. D'ailleurs, je tiens à saluer toute l'équipe qui réalise
plus l'habillage, si je puis dire, pour Noah, avec nos amis Franck Veil et Delphine Vianallet, qui peuvent vraiment être extrêmement fiers de la qualité des images et du son, parce qu'on entend les sabots là, des chevaux, c'est formidable cet après-midi. C'est parti pour Félicie Bertrand en quête d'un doublé. Avec cette merveilleuse sultane des Ibis de la famille Maigret, jument de 14 ans, bien coupé là. Et là aussi, attention. Ouais, un petit peu moins bien ce virage-là. Jument peut-être tourne moins bien de ce côté, mais elle va se rattraper. Le plus dur est fait. Allez. Superbe. Ça, c'était très bien fait. Et allez, il faut courir sur ce dernier obstacle. Il faut y aller à toute vitesse là, parce que... Magnifique, c'est parfait. C'est excellent. Bravo. En plus, elle est même plus rapide que Van der Vleuten, mais de toute manière, elle est sans faute. Donc, elle prend la tête du... On nous annonce 4 pénalités, je ne sais pas. Ah oui, il y a une faute sur Luxer, le dernier. On n'a pas vu la faute sur le dernier. Avez-vous vu cette faute Attendez, où est cette sur faute? Le dernier obstacle. On l'a pas vu. Là. On était rivé sur le chronomètre. On n'a pas regardé l'obstacle, on était rivé sur le chronomètre. Alors attendez, quel est le classement? Parce que il me semble qu'elle est plus rapide. Elle est plus rapide que Van der Vleuten, donc elle est tout de même en tête. Oui. Oui, mais alors évidemment, ça change tout. Parce que, ça change tout. Et ça oui, parce qu'Epaillard, si Epaillard fait un sans faute, même en étant moins rapide, il prend la tête. Oui, mais lui, il va être rapide de toute manière. Mais il va peut-être pas prendre tous les risques du coup. Oh là, mais cette faute est vraiment totalement inaperçue. On a regardé le chronomètre, excusez-nous. Mais non, on était braqué sur le chronomètre. Oh. On la voyait partie pour la gloire, Félicie Bertrand et cette merveilleuse jument. C'est bien dommage. Alors, victoire française quand même, peut-être grâce à Julien Epaillard. Oui, mais il faudrait également attendre Schweitzer. Bien sûr. Bien sûr. Attention. Allez, Julien, allez. Mais il a une jument très rapide, il vient de gagner beaucoup d'épreuves. Oui, là, c'est très bon, là, c'est très bon. Oui. Tourne court, attention à ce diabolique obstacle pastel, c'est bien. Et attention, parce que là, ça a été fatal à Van der Vleuten. Oui. Très bien fait, il est même en avance sur le chrono. Pourtant, il a bien soigné l'entrée de la combinaison. Superbe. Ah, c'est remarquable, c'est remarquable. Je ne parlais plus parce que jusqu'au bout, on a peur qu'un diabolique obstacle tombe. Alors 41-30, c'est à la fois en 0 faute et c'est le meilleur temps. Absolument. Donc 41-30, 0 faute, c'est-à-dire c'est la performance à battre pour Pius Schweitzer, Suisse, qui sera notre dernier concurrent. Le suspense est jusqu'au bout. Formidable. Grand Prix de Bordeaux, vraiment formidable. Remarquable. Et il a bien dosé tout ça, Julien, parce qu'il savait qu'il fallait peut-être pas prendre tous les risques, un peu échaudé par les fautes qui avaient été faites avant. Il n'a pas pris tous les risques qu'il prend d'habitude et il a très bien dosé ça. Il met quand même la pression sur Pius Schweitzer parce qu'il faut quand même aller le chercher. Julien, il a fait un bon chrono. Il aurait pu aller encore plus vite, mais il a un bon chrono et je pense que ça va être suffisant malgré tout. Mais on va voir. Schweitzer est un gagneur. Il va essayer, c'est sûr. Avec un cheval, on l'a dit, un petit peu moins expérimenté, mais c'est faisable. 41-30 est le temps de Epaillard, sauf erreur. 41-30, oui. Là, il tourne court, mais peut-être un petit peu moins vite qu'Epaillard, je ne sais pas. Demi-seconde de moins vite, je pense, pour l'instant. Attention là. Voilà, c'est fini. C'est fini, c'est donc gagné. Enfin, on va tout de même
Oui, mais on peut le dire. On a le droit. Ouais. Et Payard avait gagné avec cette même jument vendredi soir. Donc c'est un week-end extraordinaire. Il avait déjà gagné à Bâle et vendredi soir, c'est exceptionnel. Ça sera donc un doublé français, j'ai l'impression. Ça sera un doublé français puisque puisque donc Schweitzer en termine donc de ce barrage avec 2 fautes. Il sera donc 4e de je pense. Oui. C'est ça, mais un beau doublé pour les Français. Julien Payard qui réussit à gagner le vendredi soir et le dimanche après-midi avec le même cheval. C'est formidable. Jument exceptionnel qui a vraiment beaucoup gagné. Superbe. Superbe. Et puis, pour Félicie Bertrand, c'est quand même une demi-victoire. Oui, bien sûr. Elle défendait son bien. Elle est 2e cette fois. Elle est au rendez-vous avec sa merveilleuse Sultane des Ibis. Élise, êtes-vous aux côtés des Français, ou de la Française? Finalement, même avec un sans faute, Félicie aurait été 2e. Donc, il y a moins de regrets pour elle. Oui, c'est exact. Il y avait quelques centièmes d'écart. Comment, Élise? Nous n'avons pas de nouvelles d'Élise qui, je pense, doit être à la pêche des cavaliers. Je la vois au paddock d'entraînement là sur un petit moniteur. Très bien. Terrain d'échauffement. Je pense qu'elle va être très rapidement avec le vainqueur. Peut-être, on va voir, voilà. Non, il y a un petit problème de liaison, Élise. Il faudrait que vous puissiez vous avancer un petit peu, je ne sais pas. Non, là, on ne vous entend pas. Bon, c'est une interview apparemment qui sera enregistrée. En tout cas, voilà. Mais écoutez, je crois que c'est vraiment... Alors, j'attends des nouvelles de la régie pour savoir si nous prolongeons l'antenne ou si nous rendons l'antenne. Mais le fait est que nous avons vécu un moment absolument passionnant. Écoutez, on est en train de me dire, Franck Veil est en train de me dire que nous allons peut-être pouvoir diffuser cette remise des prix. Vous qui avez l'habitude des remises des prix, Alban, je ne sais pas combien de temps ça prend, combien de temps prend le protocole entre... À mon avis, encore 3 ou 4 minutes. Pour pouvoir entendre la Marseillaise. Oui, ça serait bien. Mais ce serait sympa parce que c'est quand même formidable pour le public bordelais, pour les organisateurs du concours, d'avoir ce beau doublé en fin de concours dans ce Grand Prix de la ville de Bordeaux. Ils ont eu le numéro 1 mondial, Steve Gerda, qui gagne l'épreuve Coupe du Monde. Ils ont un doublé français aujourd'hui. Donc je crois que c'est idéal pour l'organisateur. C'est vraiment le cas de figure absolument idéal. C'est merveilleux. Dans un sport qui n'inclut aucune forme de chauvinisme, c'est vrai quand même que pour le public, eh bien mon Dieu, d'avoir un doublé français, ça fait, c'est quand même très... Parce qu'on encourage les siens, mais jamais au détriment des autres. C'est ça. Jamais. C'est ça. Et là, c'est très clair. Alors, le public a fait la fête hier soir à Steve Gerda, a beaucoup encouragé tous les cavaliers étrangers, mais c'est quand même la cerise sur le gâteau d'avoir ce doublé de Julien Payard et de Félicie Bertrand. Et on le disait, ça étoffe un peu l'équipe de France, parce que Julien Payard, il est le meilleur français aux rankings. Il est vraiment candidat à une place pour les Jeux aux côtés des 4 médaillés d'or des Jeux Olympiques de Rio. Mais derrière, eh bien, on voit qu'il y a une Félicie Bertrand qui est là, à nouveau avec sa jument au cœur d'or, Sultane des Ibis. Donc ça élargit un petit peu la palette pour l'équipe de France. Et ça, c'est aussi un bon signe pour Thierry Pommel, Édouard Coupry et les responsables de l'équipe. Finalement, c'est assez amusant de voir que même sans les fautes, de toute manière, Félicie Bertrand était 2e sans sa faute, et que Michael van der Vleuten aurait été 3e même sans sa faute, il était plus lent. Ça suscite moins de regrets. Je comprends très bien ce que vous dites. Je comprends très bien ce que vous dites. Il y a un vrai vainqueur aujourd'hui et c'est Julien Payard, même si évidemment que 19 centièmes, c'est pas grand-chose. Non. C'est rien. C'est même pas un quart de foulée. Ouais, c'est exact. En tout cas, là, ça fait vraiment 42 ans que l'on vit des grands moments ici à Bordeaux-Lac.
Dès le départ, Bordeaux a été une étape de la Coupe du Monde et a joué le jeu. J'étais là à la première édition en 78, ça ne me rajeunit pas. Hein. 78 déjà. Christian Husgoms, le Belge, qui avait gagné. Il y avait la garde républicaine vous êtes du une Maroc. mémoire vivante de ce sport. Ouais, en tout cas, du beau sport et des moments qui nous touchent, qui nous parlent. Et c'est le cas à Bordeaux, qui est vraiment un beau concours que les cavaliers apprécient. Mais là, de dos, on voit Steve Gerda, numéro 1 mondial, qui a gagné hier soir. Voilà, qui se tourne vers vous, qui discute avec son chef d'équipe Andy Kistler. Andy Kistler, chef d'équipe suisse, qui peut être heureux puisqu'il a les numéros 1 et 2 mondiaux dans son équipe avec Steve Gerda et Martin Fuchs. Steve Gerda est fidèle à Bordeaux, je dis là, chaque année. Et même s'il a gagné, vaincu le signe indien ici, il a déjà dit qu'il serait là l'année prochaine. Martin Fuchs, lui, il est aux États-Unis parce que sa petite amie a des écuries à Wellington et il y a des concours internationaux 5 étoiles aussi là-bas. Donc il est en Floride pour l'hiver. Mais la plupart des meilleurs mondiaux sont là chaque année à Bordeaux et apprécient beaucoup ce très beau concours. Ce qui me frustre un petit peu, c'est de ne pas avoir vu la petite faute de Félicie Bertrand sur le dernier obstacle. Vraiment, mais c'est une faute de rien du tout, j'ai l'impression. Mais qui ne change rien du tout non plus, puisque... Oui, mais sur le coup, on ne le sait pas. Ah non, on ne le savait pas. Ça, oui. Non. Et puis on a fait la même faute. Et est-ce que dans la tête de Julien, est-ce que ça ne change pas un petit peu les choses malgré tout? Absolument. C'est ça ce que je voulais dire. Ah, oui. Il est un peu plus prudent. C'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Enfin bon. Marcus Henning ici au premier plan avec son merveilleux comme il faut. Les talons tout tranquille, on voit là. On répond aux SMS, aux fans, à la famille. On raconte ce qu'on a fait. Ben voilà, j'ai fait 4 points, mais je suis quand même à la remise des prix. Je suis quand même assez content de ça touche les 8 premiers concurrents, les 7 premiers concurrents, je ne sais plus. Oui, je pense que les 8 premiers à la remise des prix, mais il y en a une dizaine ou une douzaine, en général 12, qui reçoivent des prix. Donc de nombreux 4 points seront quand même récompensés aujourd'hui, même s'ils sont un peu frustrés. Et le public qui reste aussi pour les remises de prix. Et ça, c'est aussi un signe. Hein. Oui, et pour ce qui va suivre. Oui, alors pour ce qui va suivre, c'est clair. Mais aussi pour les remises de prix, pour dire bravo et merci aux cavaliers. C'est respectueux. C'est respectueux. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment des connaisseurs et des amoureux de ce sport. Même si certains ont découvert le sport en venant ici. Et je crois qu'il faut que vous fassiez l'expérience. Si vous êtes derrière votre petit écran, c'est très bien. Ça fait plaisir à Nelson aussi. Mais disons que venez une fois aussi dans la halle, vibrer, entendre les chevaux, entendre l'émotion, entendre les bruits. Je crois que c'est important aussi d'assister une fois au concours. On le regarde après différemment aussi à la télévision. C'est exactement vrai, ce que c'est un petit peu comme pour le patinage artistique. Lorsqu'on voit à la télévision, on ne saisit pas toujours la vitesse notamment de patinage. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Oui, absolument. Et aussi la hauteur et la largeur des obstacles. Et comme en ski, on ne voit pas du tout la pente dans un slam spécial ou dans une descente. La pente est hyper raide. Et ça aplatit tout. Alors si vous connaissez comment Alban, ces différentes éminentes personnalités qui vont remettre les prix, surtout n'hésitez pas à nous dire de qui il s'agit. Ce sont peut-être des officiels de la fédération, je ne sais pas. On a vu en tout cas le président de la foire de Palais des Expositions de Bordeaux et président du concours. On a vu aussi le sponsor. Et je crois qu'il y a monsieur le maire. Monsieur le maire de Bordeaux est également là. Le successeur d'Alain Juppé, mais en bon suisse, je ne connais pas encore son nom, mais je sais qu'il est candidat à sa propre réélection. Ça, je l'ai lu. Pius Schwitzer, ici à l'image. Le Suisse 4e. Il est très placide, Schwitzer. Alors qu'effectivement, le maire Nicolas Florian va certainement remettre les médailles, les prix à Julien, à Félicie, à Pius et à non, il me semble que c'est Michael qui termine 3e et Schwitzer 4e. Julien Epaillard, vainqueur de ce Grand Prix. Superbe, superbe.
Une période de rêve pour Julien Epaillard qui a gagné, on l'a dit, une grosse épreuve avec cette jument à Bâle. 2 ici, le vendredi soir, le dimanche. Donc il a vraiment une jument extraordinaire, une très bonne écurie et un très bon piquet de chevaux actuellement, puisqu'il avait un toupie de la robe hier dans l'épreuve Coupe du Monde et qu'il a 3 ou 4 chevaux de Grand Prix. Donc Julien, qui est 12e mondial, pourrait très rapidement être dans le top 10 mondial. Il sera partant certain en finale Coupe du Monde à Las Vegas. Et donc ça s'affirme évidemment comme un candidat sérieux pour une sélection au JO. Oui, absolument. Tout comme Simon Delestre, que nous n'oublierons pas. Oui. C'est vrai qu'il y a une richesse chez vous aussi. Oui. Parce que le jeune Balitzer, c'est ça, qui a presque 30 ans de moins que Schwitzer. C'est vrai. Plus il a 36 ans de moins que... Oui, 22 ans, 58 ans, c'est ça à peu près. Eh bien, mon Dieu, il est candidat. Oui, absolument. Vraiment. Si, alors là, Alban, votre avis m'intéresse beaucoup et intéressera sûrement nos téléspectateurs. Si c'est très très juste entre 2 candidats, et j'imagine que ça doit souvent être le cas, qu'est-ce qui fait la petite différence, mettons, entre le jeune Balitzer et le vétéran Schwitzer, ou entre le vétéran Bost et le jeune... Là, c'est Félicie, par exemple. C'est une excellente question et c'est difficile d'y répondre comme ça parce que effectivement, c'est toujours bien qu'il y ait un mélange, qu'il y ait des jeunes et des anciens. Les Français avaient été champions du monde en 2002 avec des jeunes et des anciens. Ça aide beaucoup. C'est très bien qu'il y ait une femme aussi dans l'équipe. Souvent, on a vu des équipes gagner avec une femme. Donc, la diversité est très bonne, mais en fonction de qui il y a, c'est sûr que ce ne sera pas forcément le même qui sera complémentaire. Mais là, on doit se concentrer sur Julien Epaillard. Très bien. Alors, juste après la Marseillaise, nous allons entendre l'interview justement de Julien Epaillard. Et en plus, le public de Bordeaux chante juste. Que demander de plus? Que demander de plus? Julien Epaillard, radieux. Il a de quoi l'être. Alors qu'ici va donc se dérouler la remise des prix avec Monsieur le maire Nicolas Florian. Peut-être que entre-temps, nous avons le temps de réécouter, enfin d'écouter, elle a été enregistrée, l'interview du vainqueur par Élise il y a quelques minutes. Ouais, super, je suis vraiment content. La jument a gagné le premier jour, elle gagne le Grand Prix. Une année 2020 qui commence vraiment de folie. J'ai fait un mois de janvier incroyable. À février, ça a l'air vraiment bien parti. Malgré le petit loupé hier dans la Coupe du Monde, j'ai eu un week-end extraordinaire. Donc voilà, merci à tous mes sponsors, mes propriétaires qui me font confiance. J'ai vraiment un piqué incroyable en ce moment. Tout vous réussit, là, 3 victoires dans le week-end. Ouais, mais j'ai des chevaux formidables. Donc du coup, voilà, on s'est mis bien au boulot et on essaie de faire le moins d'erreurs possible, même si on en fait encore quelques-unes, mais ça avance bien, ouais. Voilà, et bien je crois que c'est sur ces mots de Julien Epaillard que nous allons nous quitter. Un Grand Prix à émotion, hein, cher Alban, vraiment. Un Grand Prix à émotion. Beaucoup d'émotions, du très beau sport et des beaux vainqueurs. J'ai envie de dire des beaux vainqueurs parce que Julien Epaillard a gagné, mais enfin Félicie Bertrand, deuxième, nous a fait aussi une démonstration avec Sultan Ezibis. C'est jamais facile de remettre son titre en jeu et d'être deuxième, c'est presque l'autre gagnante du jour.
Donc merveilleuse conclusion pour ce concours et pour l'équipe de France. Voilà, le prochain rendez-vous, le prochain grand rendez-vous d'équitation, vous nous le disiez? Alors il y aura Göteborg qui sera la dernière étape du circuit européen, puis la finale de la Coupe du Monde à Las Vegas, et avec 2 Français en tout cas, peut-être 3, ça dépendra de la dernière étape. Et puis en tout cas Kevin Stott et Julien Epaillard qui gagnent aujourd'hui, donc ça promet. Super. Et puis après les Jeux Olympiques, où on se retrouvera, Nelson. Absolument, avec beaucoup de plaisir. Élise, nous vous saluons. Ça a été un vrai plaisir d'être à vos côtés durant tout ce week-end. Avec un plaisir partagé. L'année prochaine, Élise, vous avez un défi. Interviewer enfin un cheval. Ça, c'est le fameux défi. Et qui sait, Élise en est peut-être capable. On y arrivera, il n'y a pas de souci. Ça a été un plaisir. Bonne Merci. fin d'après-midi à tous. Voilà. Et rendez-vous l'année prochaine. Ça a été une super après-midi avec toutes les équipes de Noah, vraiment. Merci à Franck Veil, Delphine Vialanet, à vous tous de nous avoir suivis, car je sais que vous avez été très nombreux, que ce soit hier soir ou cet après-midi, si j'en juge par les messages que nous avons reçus. À bientôt pour d'autres très jolis moments de ce sport que nous aimons tant sur cette chaîne. Bonne fin d'après-midi à vous tous.